Et donc là, mon pote qui a vu la parodie porno de Black Panther, hein, il m'a raconté, moi je l'ai pas vu. Mais en gros, t'as un moment, t'as Shuri qui est dans son labo, donc elle est en train de préparer une armure en nanite, mais un petit peu légère, tu vois. Et il y a le mec de la CIA là, de Black Panther, qui est joué par Martin Freeman. Martin Freeman, ouais, mais du coup il y a son rôle. Enfin bref. Du coup, elle est dans son labo, etc. Et là, à un moment, il y a du bruit dans l'entrée. Donc, elle va voir. Et en fait, il y a 3 ninjas qui rentrent. Et là, Shuriken. Bouya! Bonjour et soyez les bienvenus dans ce 106e épisode de Comics Socket, le rendez-vous des curieux et des amateurs de comics. On est ensemble pour une grosse heure d'échanges et de discussions. Revue de nouveautés VO et VF, débats et actus ludiques sont au programme d'aujourd'hui. On va saluer les compagnons de ce soir, Adrien, Ben, Grégo. Bonsoir à tous. Bonsoir. On va dire bonjour à Ben qui est à ma droite. Comment ça va? Eh ben écoute, ça va super. Est-ce que tu lis des choses en ce moment? Absolument, je suis en plein dans le Spider-Verse. Je me suis plongé, j'ai lu énormément de choses. Exactement. J'ai lu aussi de la VF, un truc qui s'appelle Orkstein, qui n'est pas français mais qui est sorti en VF, qui est fait par James Trocco, dont on avait parlé sur Alien Dead Orbit. Et ça vient de sortir chez Paperback, et vous savez que j'aime beaucoup Paperback de chez Casterman parce qu'ils font des belles éditions avec des couvertures custom et tout. Et donc voilà, joli travail de traduction aussi, donc c'est tout bon. Et il y a le dernier épisode, enfin la dernière issue de Mr. Miracle qui est sortie. Ouais, t'en parles en antenne apparemment. Ouais, j'ose pas la lire. Ça va chouiner, c'est ça? Après c'est fini, ouais, je pense que ça va chouiner dans les chaumières, ouais. De quoi tu nous parles ce soir? Je vais vous parler des meilleurs animaux du monde, c'est-à-dire les chiens, qui font de la magie, défient les lois de la nature et combattent des créatures malfaisantes et pas naturelles dans les bois. Ouais. Mais c'est très sympa. C'est vrai que dit comme ça peut être intriguant, mais c'est vrai que ça peut être aussi très très cool. C'est plein de mystères. T'as un peu spoilé ta review en même temps. Pourquoi? T'as dit que c'était très sympa. Ok. Donc oui, moi Grégo, ça va. Qu'est-ce que je lis en ce moment? Adrien, donc. C'est vous laisser dans ton miasme. Grégo, comment ça va? Ça va bien? Oui. Tu lis des choses en ce moment? J'ai pas trop de temps en ce moment, mais j'essaie quand même de rattraper certains retards. J'ai notamment commencé The Authority, qui date, mais que je n'avais pas lu. Ils sont en train de ressortir là, d'ici hier soir. Donc Petit big up à Ketrus. Voilà, exactement. Et ce soir, tu nous parles de quoi? Qu'est-ce que tu as lu? Je vais vous parler d'un comics qui se passe dans l'espace avec des vaisseaux. Quelle surprise! Et qui s'appelle Stellar. Et je ne vais pas spoiler ma review. Voilà, waouh, que de mystère. Que de mystère. C'est vrai que tu arrives à jeter l'intrigue avec quelques mots comme ça. Troisième chroniqueur de ce soir et réalisateur de l'émission depuis si longtemps, c'est Adrien. Oui, bonsoir. Est-ce que toi, tu as le temps de lire des choses? Eh bien, je me fais White Knight. Batman, ouais. Voilà, parce que je suis tombé sur l'édition Urban et je me suis dit... allez, je craque tout, même si j'ai commencé en VO et comme j'étais pas à jour, que j'avais pas lu la fin. Donc j'ai acheté la collection Urban et je recommence. Voilà, je prends mon temps, je lis quelques pages ici et là et voilà. Ça va, c'est pas très très long. Effectivement, elle est sortie en anglais aussi, en français. J'imagine que la version d'Urban est beaucoup plus belle que l'américaine. Bah, je la trouve très belle. J'ai pas vu la version américaine, donc je pourrais pas les comparer. Elle est très très simple. Mais c'est un j'ai tellement été étonné de la rapidité avec laquelle c'est sorti chez Urban, quoi. Enfin, on rappelle que c'est les Américains qui copient sur Urban de temps en temps sur Batman et tout ça, donc. Cool. Mais là, en plus, là, cette version, elle est vraiment basique. La version US de White Knight, elle est très très basique, un peu décevante par rapport à la française. Et du coup, tu nous parles de quoi, toi, cette semaine? Eh bien, moi, je vais parler d'un comics de science-fiction qui se passe dans l'espace avec des vaisseaux et qui s'appelle Proxima Centauri. Donc, Stellar, ces constellations, tout ça. Il y a comme une sorte de connivence entre Grégo et moi. On va voir si les revues, dans l'analyse, est-ce le même genre de comics? Peut-être pas. Est-ce la même couverture? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Il y a un vaisseau qui s'est vaisseau. On verra ça donc dans les revues et dans le reste de l'émission. Ben vous propose un dossier et des questions autour des couvertures de comics, de leurs effets sur notre consommation et sur le business de cover en général. Et en fin d'émission, on va jouer à être des reptiles, mais des reptiles un peu troglodytes et élevés par un rongeur à l'instinct maternel et qui a appris les arts martiaux. Ça a l'air fun. Ce jeu, c'est TMNT Shadows of the Past. Et les chroniqueurs ont joué à ce jeu cette semaine et on va entendre leur retour. Et c'est donc le moment où on fait le tour de France des départements avec des noms de villes rigolos pour faire de mauvaises blagues et vous inciter à parler de nous autour de vos proches.
Cette démarche a-t-elle un sens ? Combien de kilogrammes y a-t-il dans une tonne ? Qui a volé l'orange ? Comment Grégo choisit-il ses comics ? Autant de questions qui, en réalité, n'ont pas vraiment de réponse. Michal et beaucoup. Mais putain, tu casses tout là ! Ah pardon, excusez-moi. Donc pas de réponse pour ces questions vraiment mystérieuses. Saluons donc les habitants de Coursegoule, qui, à mon avis, est une inspiration avec The Walking Dead. D'ailleurs, si... Un mélange de couscous et de bourgoule, un peu. C'est une compétition qui se tient tous les ans. Genre une annuelle de Coursegoule où Coursegoule, c'est trop bien. Zombie ou un truc comme ça. C'est un mini village, mais bon, c'est génial comme truc. Et franchement, ça a l'air très mignon. Un peu moins sympa, d'Uranus et Cigale dans le département donc de Steven. What ? Attends, il y a un bled qui s'appelle Uranus. D'Uranus. Ah, Duranus. Oh non. C'est dur de dire la ville d'Uranus. Ouais. Et Cigale, donc avec un S, parce que sinon c'est pas drôle, donc le département des Alpes-Maritimes 06, qui sont à fond sur Twitter, @comicsoutcast et sur le BCC, notre groupe Facebook. 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est la base pour être un bouillaillos officiel, et partager les épisodes sur Spotify. En gros, si vous entendez un passage d'un épisode d'un comics que vous voulez partager avec un pote, vous appuyez sur la flèche partagée et l'épisode se retrouve dans le flux Facebook, Twitter ou Insta de vos potes. C'est génial, c'est une très forme simple. de magie, oui. Voilà, c'est la magie de l'internet. Et toujours aussi sympa de recevoir plein de questions et des remarques. N'hésitez pas à le faire, à nous bombarder, on sera ravis d'y répondre à l'antenne. Comics Outcast numéro 106, c'est parti. Et on commence par le freestyle de Ben, avant les revues. On dit un rift, je crois, en musique. Un rift ? Un riff ? Alors, pas du tout. Ah non, un rift, c'est sur la plage. Ou un Oculus, ou. Ah oui, mais non, riff, un riff alors. C'est Un une riff. faille. C'est pas une faille. Mais c'est dédié aux guitares, pas aux vocalistes. Ouais, mais je faisais un peu la guitare avec la bouche. Ça... D'accord, ok. Ou un peu un chat qui est en train de mourir. Dans ok. ce cas, c'est ton solo, oui. C'est ça. Et donc le solo de Ben va commencer maintenant. Tu vas pouvoir finir ton Ben riff. Solo. Oh mon Dieu, J'ai pas dit qui a dit ça, c'est pas c'est moi. toi. Excellent, Non, non, c'est l'alcool qui parle. C'est ça excellent, c'est excellent. Tu vas nous parler donc de Pastellar, c'est Beast Non. of Burden, Wise Dogs and Eldritch Men. Exactement. Sorti chez Dark Horse Absolument. en août 2014, 18 donc. Evan Dorkin à l'écriture, Benjamin Dewey à l'illustration. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces petits toutous ? Eh ben déjà, je peux juste te dire qu'Evan Dorkin, il a bossé sur pas mal de trucs, dont notamment le magazine iconique américain Mad. Il a bossé sur Blackwood aussi, que j'ai un peu descendu dans la 103, mais je reviens pas sur mon truc parce que c'était vraiment pas top. Et aussi un truc qui s'appelle Bill and Ted, excellente comic book, qui a eu un Eisner, donc j'ai très envie de tester ça, je ne connaissais pas. Et Ben Dewey, dont je suis tombé amoureux, a bossé sur Big Up à Adrien Kev Carson. Et il a aussi bossé sur un comics dont je vous avais parlé dans le Comics Outcast numéro 29, ça nous rajeunit Ça pas, remonte. qui s'appelait The Autumn Lands, et je sais pas si vous vous souvenez, il y avait des humanoïdes avec des têtes de chiens et d'animaux différents. Donc On est parle de l'auteur ou du dessinateur ? du dessinateur là. L'auteur c'était Blackwood et le dessinateur c'est Autumn Land et Kev Carson. Donc voilà, donc c'est une équipe plutôt solide déjà de base. Tu l'as dit, c'est chez Dark Horse. Le premier est sorti en août et c'est une mini-série de 4, ce qui veut dire que vu qu'ils sont réguliers un par mois, le prochain sort en décembre et ça sera fini. Alors, tu as dit le titre en anglais, Beasts of Burden. Il existe en français qui s'appelle Bête de Somme parce qu'en fait, c'est une série qui existe depuis 2003, qui est en fait c'est devenu limite un label qui est sorti en one shot. En fait, c'était voilà Bête de Somme, telle histoire. En fait, c'était des one shots, des histoires comme ça qui se suivaient. Il y en a une petite dizaine depuis 2003. Avant, c'était toujours Evan Dorkin parce que c'est sa création, mais c'était pas avec Ben Dewey, c'était avec Jill Thompson, qui est la dessinatrice de comics probablement la plus récompensée qui existe. Elle a eu notamment 3 Eisner Awards juste pour cette série, et la série en entier en a eu 9 de différents pour l'écriture, pour les dessins, etc. En tout cas, c'est une putain de série qui a été récompensée plusieurs fois, et le nouvel opus de cette année voilà, est sous-titré Wise Dog and Eldritch Men, parce que c'est cette petite histoire en 4 issues qui peut se lire en une seule fois. Et donc, qu'est-ce que ça raconte ? On est dans les environs d'une petite ville qui s'appelle Burden Hill, qui est une ville qui est iconique à toute la série dont j'ai parlé. C'est pas juste cette histoire-là, donc c'est le décor habituel, où un incendie va se déclarer donc dans un petit bosquet, une petite forêt à côté. Tous les animaux de la forêt commencent à se barrer. Tous les animaux qu'il y a dans Bambi, tu vois, les daims, les castors, les souris, tout ça, tout le monde se barre. Les plus mignons, tout le monde se barre en disant fuyez, fuyez, prenez vos enfants, fuyez. Tout le monde se barre sauf un animal qui est un chien qui s'appelle Lundy. Donc si vous avez une blague sur un jour de la semaine, c'est maintenant qu'il faut la faire.
Mardi. J'ai pas, je comprends pas. Ok, excellent. Qui s'appelle Lundy, qui est un petit terrier écossais. Je sais pas si vous voyez, c'est les chiens de. Merci, ouais, j'ai cherché la race en lisant. C'est un peu le chien de Chippy, la marque Chippy, tu sais, c'est les chiens qui ont un peu une tête carrée là. J'adorais offrir ça à mes anniversaires de 12 ans de toutes mes potes. C'est la race qui a plus l'air d'avoir une moustache. Exactement, ouais. Tout à fait. Et qui lui donc part tête baissée face à l'incendie, complètement décidé. Tout le monde lui dit non, va pas par là. Il y a même des petits écureuils qui l'insultent en disant t'es débile, mais il y va quand même. Et puis on voit qu'il commence à avoir un genre de protection autour de son corps. Donc on se dit oulala, qu'est-ce qui se passe? C'est pas un chien normal. Déjà bon, les animaux parlent, mais on s'y fait assez vite, hein, comme dans n'importe quel Disney par exemple. On se dit oula, est-ce qu'il aurait pas des pouvoirs? Et donc il fonce. Le feu se déclare de plus en plus. Et là il va tomber sur une salamandre géante qui est responsable de ce feu. Et en fait elle fait pas ça par méchanceté, elle fait ça parce qu'elle est piégée dans un espèce de piège à loup avec les petites dents dégueulasses là, et c'est pour ça qu'elle fait du feu, pour essayer de se libérer, parce qu'elle panique, etc. Et donc Lundy va lui dire calme-toi machin, etc. Et là on va voir qu'il a complètement des pouvoirs, puisque en faisant un genre d'incantation, on sait pas trop, en tout cas c'est assez spectaculaire visuellement, je reviendrai sur le graphisme après, il fait une incantation, un pouvoir, il libère cette salamandre qui va être contente, donc arrêter de faire du feu, il gère l'incendie, la salamandre se barre, affaire réglée. Et avant de se barrer, il se rend compte que sur le piège, il y a un genre de rune, un artefact qu'il ne connaît pas. Donc voilà, on en est là. Il va se il va rejoindre un peu son équipe, composée aussi de chiens. Il va rencontrer, au passage, il va rencontrer Carver et Gerda, qui sont des Rottweilers qui montent la garde. Donc on va être sur de la caractérisation, genre le Rottweiler il monte la garde, Lundy qui est un chien un peu, tu disais un peu moustache, un peu noble. On va comprendre tout de suite que c'est lui un peu le leader. D'ailleurs tout le monde l'appelle Sir et tout ça. Donc on voit que c'est lui qui gère. Ouais, en gros, ils prennent le rôle qu'on leur a donné un peu. Exactement. En tout cas, de prime abord, on essaye plus ou moins de deviner la personnalité des chiens par leur race et leur physique. On va rencontrer Emrys qui est alors attention, je vais balancer plein de races de chiens déjà parce que c'est cool, et en plus ma femme m'a aidé à trouver, donc je lui fais plein de bisous. Il y a Emrys qui est un berger polonais qui a l'air assez douce et assez sage dans le sens wise, hein, comme en anglais, pas gentil. Miranda qui est une apprentie sorcière qui est un genre de labrador. Dempsey qui est un bulldog un peu grincheux, donc tu vois, c'est genre il fait tout le temps la gueule, il est un peu badass. Et Brigid qui est un Leonberg, donc c'est les gros chiens à poil long des montagnes là, qui va, par son physique aussi, on comprend qu'elle est très douce, enfin il ou elle, je sais pas, Brigid, je pense que c'est elle, très douce et très sage et très avenante, etc. Et donc voilà, ces chiens là, on va comprendre rapidement que c'est eux qu'on appelle les wise dogs. C'est eux qui sont un genre de caste de chiens un peu plus âgés, un peu plus expérimentés, qui savent de quoi ils retournent. Et donc on va vite se rendre compte qu'on est dans un monde de magie, puisque quand il les rejoint, il y a une sorte d'énorme rune au sol avec un pentagramme, et on comprend que ces chiens-là, dont je vous ai cité les noms, ont fait une incantation pour qu'il pleuve, pour aider à gérer l'incendie, pour que Lundy puisse gérer l'incendie. Donc voilà, on se dit ok, c'est des chiens, ils parlent, mais c'est des vrais chiens, ils font de la magie. Je suis dans un monde totalement magique. Tout va bien. Et en fait, le gros de cette série, je vais pas raconter les rebondissements, le gros de cette série, ça va être l'enquête de savoir quelle est cette rune qu'il a trouvée sur le piège. On va la retrouver dans d'autres endroits quand il y aura du danger, etc. Et voilà, ça va les amener à se bastonner, évidemment faire énormément de magie, de sorts de tout type, se bastonner avec des créatures maléfiques, demander de l'aide à des compagnons. Enfin voilà, il y a une vraie enquête, il y a de l'action, il y a de la baston, il y a de la magie, et c'est des chiens. Donc je trouve ça plutôt cool. Je voulais avoir l'avis de mes petits camarades avant de donner le mien. Alors Grégo, est-ce que tu es une personne qui préfère les chiens ou les chats déjà? Très important de le savoir. À titre personnel, je préfère l'absence d'animaux domestiques. Oh putain. Meilleure réponse. C'est quand même beaucoup moins de contraintes. Donc c'est sûr qu'en voyant la couverture, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il est allé nous chercher Ben là, c'est quoi, je crois que j'ai utilisé dans ma tête le mot clébard. Qu'est-ce que c'est que ces clébards? C'est une ordure. Oui, mais bon, c'est comme ça. Et donc, je me suis dit, bon, je pense pas que ce soit pour moi. Et j'ai ouvert, et en effet, alors, premier effet, d'ailleurs, tu parlais du graphisme, t'en as pas parlé. Avant de continuer, je voulais votre avis, à chaud, comme ça. Et du coup, les premières pages, tu dis, ah ouais, cette personne, donc, c'est lequel le dessinateur? Ben Dewey. Ben Dewey. Donc Ben Dewey dessine particulièrement bien les animaux. Je veux dire, on est vraiment dedans. Des animaux qui parlent, ok, pourquoi pas. Et là, tu as ce petit fox terrier. Je savais attention que quand même quand tu manipules mon Michou. Oui, il faut faire attention quand même. Le mec plie la page. Il y a ce petit fox terrier qui débarque. Et je savais aussi que tu ferais des recherches sur la race du chien, donc j'ai pas cherché ce que c'était qu'un fox terrier. Mais j'ai une copine qui en a un comme ça, donc je connaissais. Un comme ça. Et c'est quand même enfin, quand tu les vois en vrai, c'est quand même niveau race de chien, c'est un petit peu au-dessus du Yorkshire.
Là, t'es juste en train de parler du personnage de Lundy, on est d'accord? Oui, Okay, de Lundy, ouais. Et du coup, c'est quand même un peu de degré 1 ou 2 de la race de chien, quoi. On est bas dans la race de chien. Et il a invité. Et pourtant, mais attends, j'ai pas fini. Et pourtant, très vite, il se dégage de ce personnage une caractérisation extrêmement badass du petit chien, du coup, je trouve. Tous les chiens de manière générale, oui. Mais... Et d'un seul coup, tu le vois un petit peu allumer ses yeux avec ses pouvoirs en vert, là, et tu dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et très très vite, en fait, tu tombes dans l'histoire. Tu dis, mais tu es un petit peu happé par je sais pas, je trouve que l'univers est particulièrement original. Alors du coup, je suis un peu déçu que je savais pas que c'était une série en fait existante. Pourquoi t'es déçu? Parce que j'ai trouvé que c'était une super bonne entrée en matière. Ah mais ça empêche pas. Tu sais, il y a des séries comme Hellboy où tu peux rentrer quasiment par n'importe où. Ça empêche pas. Tu vois, il y a pas forcément il y a une chronologie dans l'avancement des personnages, mais dans les histoires, tu peux prendre les histoires séparément, dont celle-là, dont les autres. Et bien, je trouve qu'en tant qu'histoire indépendante, c'est particulièrement bien amené. L'univers est particulièrement décrit au fur et à mesure. On te livre des petites bribes. Alors oui, ok, il y a des chiens qui parlent, mais regarde, ils font un petit peu de magie, ils sont un petit peu badass, ils vont tuer des êtres un peu, on peut parler des êtres un petit peu féeriques et fantastiques qui débarquent derrière. C'est assez violent aussi par moments, donc les chiens ils envoient les pouvoirs quand il faut, quoi. Et moi j'ai trouvé que c'était particulièrement bien raconté, particulièrement bien écrit, et que ça marche particulièrement bien. Donc j'ai enchaîné les 3 issues et je me suis dit il me faut la 4 tout de suite. Elle sort le mois prochain. Et j'ai vu qu'elle sortait le mois prochain, donc j'ai fait précommander, je crois, et je ceci que nous souhaitons. Avec, tu me mettras un TPB avec, tu seras gentil. Ouais, pourquoi pas, ouais. Mais j'ai marché à fond dedans, quoi. Et pourtant, au départ, j'y allais contre les chiens. Ouais. On a compris. Pas contre les chiens, je leur veux pas de mal, mais. Et toi, Adrien, plutôt... J'ai oublié le nom des chiens de 30 000 amis, donc j'ai oublié cette blague. Tu aimes les chiens? Mabrouk Ouais, Mabrouk et Mabrouka. Ou plutôt Sheba. Oh. Non, en fait, tu vois, moi c'est un peu pareil. C'est-à-dire que tu me dis une histoire avec de la magie et des chiens. A priori, j'aime pas. Et je confirme, j'aime pas. En fait, faut quand même être assez fort en chien parce qu'il y a vraiment beaucoup de chiens. Et si t'aimes pas ça et si tu as pas tu vois dans ton cerveau quelque chose qui te permet de les différencier facilement, tu peux dire la reconnaissance par exemple, ouais, genre physique, de se dire ah tiens ça c'est un labrador, ou ouais. ça c'est genre il ressemble pas au fox terrier, c'est bizarre, il est blanc et à poil long. Ouais, c'est ça. Pour moi ça reste un animal à 4 pattes, quoi. Et alors j'avoue c'est très très bien dessiné, enfin alors je dis pas que c'est beau, mais je dis que c'est bien dessiné. Mais j'ai vraiment eu du mal à identifier les personnages. Et c'est vrai que pour des chiens qui parlent, ils parlent beaucoup. Mais vraiment beaucoup. Et c'est la seule façon dont l'histoire avance quasiment. En fait, c'est par leur bulle, quoi. Et en fait, c'est ultra verbeux. Et moi, j'ai trouvé ça assez laborieux en réalité. Genre dans, tu vois, l'enquête, la progression de l'histoire, genre les issues qui s'enchaînaient, genre de façon ultra linéaire. J'ai eu du mal à vraiment rentrer dedans. Et honnêtement, bon, c'est pas tant que ça soit des chiens qui fassent de la magie, en vrai. Enfin, je dis ça pour rigoler, tu vois, mais c'est vraiment, j'ai trouvé le récit assez laborieux et assez labrador. Oh, boum! Et labradorieux. Okay. Voilà. Continuons. Non, voilà, moi, ça a pas trop touché quelque chose chez moi. Désolé. Ben j'ai commencé par dire que c'était un truc sur les chiens, mais je pense que, d'ailleurs Grégo l'a démontré, il faut pas spécialement être fan de chiens pour apprécier. Je pense que, en fait, l'idée de départ de déjà prendre des animaux comme personnages principaux, déjà c'est une bonne idée. Bon, c'est pas spécialement original, mais c'est une bonne idée. Les rendre intelligents, qui parlent et faire de la magie, je trouve que c'est assez cool, mais là où je trouve que ça change le tout, c'est que justement l'anthropomorphisme est géré de façon intelligente. C'est-à-dire que tout à l'heure j'ai parlé de Autumn Lands dont je vous avais parlé dans Comics Podcast 29, qui est très bien, mais t'es sur des humanoïdes qui ont des têtes d'animaux, alors que là ça reste des animaux physiquement à chaque fois, même s'ils parlent, même s'ils font de la magie, etc., ça reste des animaux. Les expressions qu'ils ont, c'est à aucun moment c'est des expressions humaines. Il n'y a pas genre un sourire édenté, ou il n'y a pas genre des yeux écarquillés. En fait, toutes les expressions qu'il y a, un animal normal le ferait, tu vois. Mais du coup c'est un peu dur de voir l'émotion quand même. Je suis pas d'accord, parce que justement du coup ça ne joue que par leur physique, quoi. C'est genre regardez un chien grincheux, et ben il est grincheux. Non, c'est pas vrai, parce que justement quand tu disais que pour toi l'histoire avançait que par le texte, je suis pas d'accord. Je dirais pas non plus que c'est
verbeux, parce que franchement c'est un des trucs rédhibitoires pour moi dans le comics, c'est quand c'est verbeux et quand t'es obligé de te taper des énormes bulles. Là je trouve que tout joue dans l'avancement de l'histoire, dans l'ambiance. T'as des personnages qui pour moi sont caractérisés très rapidement. C'est pour ça que quand tu dis que t'as du mal à l'identifier, je me dis merde, c'est chaud, parce que je trouve qu'en fait c'est vraiment bien équilibré, c'est-à-dire que c'est jamais caricatural, chacun connaît sa place, alors que tu retiennes pas les noms. C'est-à-dire qu'en fait dans le premier issue on te présente 12 personnages quoi. Oui mais en fait le truc c'est donc que c'est dur quand même. Après ils parlent que en prénom, ils parlent entre eux et tu penses que machin il fait ça et tout, et du coup oui mais le truc moi, c'est que il y a aucune description de ce qui est en train de se passer n'est cryptique, c'est-à-dire que tu sais exactement toujours tout ce qui se passe, l'image est claire, c'est pas confus que ce soit dans les mots ou dans le décor. Donc après que toi t'aies du mal à différencier les personnages, ça, je peux pas te dire grand-chose. Moi je trouve qu'ils sont vraiment bien caractérisés. En fait, moi c'est pareil, comme Adrien, j'ai eu du mal à associer les prénoms aux chiens. Donc à un moment j'ai arrêté de le faire. Bah oui, voilà, il y a chien blanc, chien machin, et par moment ils utilisent un prénom, et en fait j'ai pas trop besoin de savoir de qui ils parlent, j'arrive à suivre quand même ce qui se passe. Ce que tu disais en fait sur le fait qu'ils sont super badass, effectivement il va y avoir des planches entières de baston où ils balancent des sorts et ça c'est cool. Il y a un truc qu'il faut dire, c'est que t'as dit que c'était violent, moi je dirais même que parfois c'est gore, voire trash, c'est-à-dire que ça a beau être des animaux et les couvertures sont assez mignonnes et peuvent attirer l'œil des enfants, mais faut pas les faire lire ça à des enfants, c'est très très gore, surtout quand t'avances dans les issues, donc faut pas faire ça. Mais voilà, en fait ce que je trouve très intéressant c'est la gestion de ces personnages là. Je parle vite fait du graphisme, moi je trouve ça super en fait, c'est-à-dire superbe même. Je trouve que le trait est vraiment soigné. Tu parlais des animaux bien faits, ça, en fait c'est tellement facile de foirer un chien, de faire des proportions toutes pétées ou quoi. Il y a d'autres animaux que des chiens où des fois il y a des trucs un peu féeriques, donc là c'est un peu freestyle, mais en tout cas je trouve que on n'est pas dans le dessin technique non plus, il y a quand même une certaine patte, mais je trouve... le cas de le dire. Oh là 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 là. Mais je trouve qu'en fait voilà, ils ont tous une personnalité, que ce soit dans leurs expressions ou dans la façon dont ils se tiennent. Et un truc qui est assez marrant aussi, c'est que à certains moments ils en abusent pas trop, tu te rends compte que c'est vraiment des chiens, genre à un moment t'en as un qui ils sont hyper badass, c'est un moment un peu dramatique et là ils font il faudrait quand même qu'on mange, et là il y en a un qui commence à remuer la queue et enfin tu te dis oh là c'est un peu embarrassant, d'ailleurs il y a un personnage qui le dit, mais voilà ça reste des chiens, à un moment ils pissent pour protester, enfin tu vois voilà, c'est des trucs un peu comme ça. En tout cas voilà, je marre bien, il trouve sur l'arbre. Exactement. Je trouve que c'est une super série qui n'est qu'en 4 issues, donc je pense que ça se lit vraiment facilement, et moi j'ai très envie de lire le reste, donc je vais m'empresser d'acheter les trucs d'avant. Voilà, je vous le conseille parce que c'est un petit coup de cœur et je trouve ça magnifique. Et j'ai pas parlé de la couleur, mais c'est de l'aquarelle, c'est magnifique. Je sais que tu as dit que c'était sorti en français, mais peut-être pas que c'était sorti chez Delcourt. Tout à fait, je l'ai pas dit. Voilà. Bête de somme. Pour la deuxième revue, nous allons s'adresser à Grégo qui va nous parler de Stellar, le premier des 2 comics intergalactiques, on va dire, de cette émission. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Je dirais le comics intergalactique des 2. Des 2. Enfin, on en reparlera après. On va déterminer. Oui, donc Stellar. J'ai voulu un petit peu jouer le jeu de mon personnage chroniqueur de Comics Podcast en allant chercher un comics peut-être un petit peu obscur, mais présentant tous les signes qui peuvent m'intéresser, à savoir un fond étoilé et éventuellement un vaisseau spatial sur la couverture. Tout en sachant que j'étais prêt à assumer le fait que ce comics ne soit pas à la hauteur de mes attentes. Donc que ça pouvait être pas si bien que ça. Pas si bien, sachant que j'étais d'autant plus joueur que je me suis uniquement contenté de valider le critère vaisseau spatial et fond étoilé, avec une couverture qui, soyons honnêtes, n'était pas forcément... Elle est dégueulasse. Pardon, excusez-moi. Voilà, je pense que tu manies mieux l'euphémisme que moi. Cela dit, en découvrant la première page de Stellar, j'ai été surpris, puisque je m'attendais à quelque chose d'un peu pire. Moins, voilà, de pire au niveau... Le niveau des attentes du gars quand même. Oui, non mais... Bien. Si on regarde la première page, elle est pas si mal. En fait, je l'ai trouvé pas si mal. Je me suis dit, ah tiens, agréablement surpris. Malgré ça, très rapidement, il y a pas mal de choses qui m'ont gêné dans le dessin, mais on y reviendra après. Stellar, de quoi ça nous parle ? Ça nous parle d'un personnage qui s'appelle, je vous le donne en mille. Jack. Non. Étoile. Presque. Star. Stellar. Bravo Adrien. Tu l'as lu, non ?
peut-être un peu. Ouais, tu l'as lu. Et donc Stellar, qui est une chasseuse de primes, qui a justement capturé un personnage recherché et repris de justice. Voilà, et qui va essayer d'obtenir la prime de ce personnage. On sent que quelque chose se passe malgré tout entre les deux. Et on a envie de se dire, ce serait surprenant que, vu la relation qui est en train de se créer entre les deux personnages, ce serait surprenant qu'elle parvienne à ses fins et qu'elle se sépare de lui. Et en effet, ça ne manque pas, puisque finalement, l'extraterrestre qui est avec elle n'est finalement pas recherché dans les critères de l'agence où elle se rend. Ouais, son avis de recherche, il est un peu périmé. Voilà, et ils vont devoir finalement rester ensemble et team EP, comme on dit. Du verbe team EP. Du verbe tout team up. Premier groupe, toujours. Et voilà, ça c'est un petit peu l'intro. Et l'histoire aidant, on va apprendre en fait que ce personnage de Stellar a un lourd passif. Ben est mort de rire puisqu'il y a une plante dans la pièce. Qui a popé miraculeusement comme dans un jeu vidéo. En 2 secondes. Aucun effort requis. Et donc, on va apprendre un petit peu sur le passé de ce personnage, puisqu'en fait, elle était auparavant une arme un petit peu de destruction massive qui a permis de mettre fin à la guerre qui se tenait dans cet univers ou cette galaxie ou ce système solaire, on ne saura pas. Ce contexte, quoi. Ce contexte, voilà, dans un contexte plutôt guerrier. Mais il s'avère qu'elle n'était pas la seule arme de destruction massive, puisqu'ils étaient au nombre de 5 individus, je crois. Et dans un mélange, j'allais dire habile, mais il n'est pas forcément habile, dans un mélange de flashback et de présent, et bien on va la revoir finalement refuser par le passé sa condition d'arme de destruction massive. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un individu en tant qu'arme de destruction massive ? C'est une sorte de quoi ? De Captain Marvel un peu, qui balance des gros rayons d'énergie. Elle a des très gros pouvoirs. Voilà, des très gros pouvoirs. Voilà, c'est genre, elle vaporise. Elle est en cède, comme ils disaient les Américains. Oui, exactement. Elle est en cède. En cède. Donc voilà. Donc on va apprendre que par le passé, elle a affronté du coup au moins 3 autres de ses congénères qui, comme elle, étaient des armes de destruction massive, des en cède. Et voilà. Et ceci va se mélanger avec le présent, où elle va à nouveau se retrouver face à ces 3 personnages. D'ailleurs, je réfléchis en même temps, mais on ne sait pas vraiment pourquoi ils reviennent pile à ce moment-là. Toujours est-il... La convenience du scénario. Toujours est-il qu'ils viennent un petit peu la chercher. Ils vont réussir à la capturer, malgré ses immenses pouvoirs. Et à la ramener, ou en tout cas à tenter de la ramener jusqu'au 5e du groupe, qui s'appelle Zénith, et qui semble être en tout cas... Oui, excellent. Très très bon. J'aimerais que ce soit le titre de cet épisode. Le top de lui-même. Et qui est le méchant de l'histoire, puisqu'en plus il le porte sur son faciès, qui est plutôt un faciès de méchant. Je vois qu'ils l'ont renommé après en Hotel Accor Arena, je crois. Juste après dans l'issue 3. Oui, c'est vrai. Blague de parisien. En fait, tu t'es trompé parce que c'est pas le Zénith. Pas le Zénith ? Non, mais non. C'était quoi ? Le Zénith, c'est toujours le Zénith. C'était le POPB de Bercy. Ok, on comprend. C'était merci. Non, on coupe pas. Et donc voilà un petit peu pour le pitch. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Qu'est-ce que tu en as pensé ? Je suis partagé entre l'envie d'en dire du mal, parce que c'est assez facile, je pense, d'en dire du mal. Je pense que c'est assez moyen dans l'ensemble. L'histoire manque... Positionne même pas, tu dis juste moyen. Je pense que l'histoire manque cruellement d'originalité. Le côté buddy truc, genre je devais te tuer, mais en fait on est alliés pour les 3 issues qui arrivent. 3 issues, une issue, puisque en fait justement elle va être rapidement séparée de ce personnage qu'on ne reverra pas. En tout cas pas jusqu'à la 3e issue. Et donc c'est globalement assez moyen, ça manque un petit peu d'ambition, ça manque de contextualisation. C'est vrai qu'on a un univers qui est extrêmement peu décrit et qui ne présente aucun mystère en fait.
il y a quelques bonnes idées, j'ai trouvé, dans les dessins, puisqu'on est un peu dans un monde un petit peu en ruine, donc on sent qu'il s'est passé quelque chose de gros et intense par le passé. D'ailleurs, dans un graphisme qui rappelle assez la Première Guerre mondiale. Sur certains flashbacks, ouais. Parce qu'ils se battent avec des costumes assez rétro, dans des tranchées, etc. Mais il manque d'un petit quelque chose, une petite étincelle qui ferait que le récit s'emballerait un peu. C'est un peu du déjà vu. Alors, parce que ils ont pas réussi à se différencier des autres parce que justement je sais pas, ils voulaient rentrer dans un, enfin peut-être commencer. En fait, je suis en train de me poser la question de est-ce que c'est pas plus simple de commencer avec un scénario un peu de bateau, quitte à ajouter des éléments justement qui auraient pu apparaître. En général, t'as tout ton truc et tu distilles petit à petit. Ouais. Là, on a l'impression qu'ils ont pas grand-chose sous le coude. Enfin, voilà, c'est ça. J'ai essayé de comparer ça à la dernière grosse claque au niveau Space Opera et pour toi, c'est laquelle ? C'est Descender, par exemple, où en 10 pages, tout est posé, tout est là, et tu dis, je veux voir la suite. Après, Dustin Nguyen, il aide beaucoup aussi, mais c'est vrai que l'histoire est beaucoup plus riche dans Descender. Certes. C'est une question d'exposition, quoi. Complètement. Comme toujours. C'est ça, tout à fait. Et le promesse aussi. Dans Descender, il y a plein de promesses qui sont tenues. Là, on ne promet pas grand-chose et il ne se passe pas grand-chose. Elle a des pouvoirs, et puis elle a un passé. Alors, en fait, c'est ça. L'histoire, c'est elle a des pouvoirs, elle a un passé. Elle culpabilise, elle porte le poids de ce passé parce qu'elle a détruit beaucoup de choses. Et voilà, ça va pas plus. En trois numéros, en tout cas, ça va pas beaucoup plus loin que ça. C'est une série qui est en 6 issues. Et en plus, c'est accompagné d'un dessin assez inégal. Il y a des bonnes idées par moment. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait même des planches ou des cases assez jolies dans la couleur, dans les idées. Et puis par moment, tu as un gros plan sur un visage, notamment le sien, et tu te dis, mais c'est un dessin de lycéen. C'est exactement ce que j'ai marqué, quoi. Ouais. C'est de lycéen qui dessine bien. C'est ça. Tu sais, genre, c'est le genre de mec, tu dirais, lui, il dessine bien. Oui, c'est ça. C'est le mec qui était dans ta classe de seconde et qui dessinait bien, voilà, parce qu'il faisait une nana en colère, un peu comme ça. Ouais, voilà, et de temps en temps, il s'applique. Voilà. En fait, moi, ce que je me suis noté, c'est que, en fait, le dessin, il est pas. Enfin, c'est pas franchement attaquable parce que c'est pas raté. Non. Tu vois, en fait, c'est juste correct. C'est correct, quoi. Mais en fait, ce qui sauve le tout, c'est que le chara design est plutôt bien. Enfin, je trouve les chara design plutôt intéressants. Mais derrière, en fait, ça s'envole pas des masses, quoi. Tu vois, c'est. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un gros problème de mise en scène et de dynamisme aussi de certaines cases. Et il y a une case qui m'a particulièrement choqué, où justement elle se bat contre ses 3 anciens amis. Et en fait, ils sont tous présents à l'image. On voit bien qu'il y a une confrontation, mais il n'y a ni mouvement, ni force, ni violence. Et ils arrivent tous dans un intérieur en cassant le mur, mais comme un lycéen dessinerait un mur cassé avec des personnages devant. Et c'est particulièrement cette case-là qui m'a fait me dire, ah oui, c'est quand même assez... Mais les moyens par moment. Et pourtant, il y a des bonnes cases, quoi. Il y a des planches quand même où elle utilise ses pouvoirs là qui sont quand même assez charmés, quoi. L'effet en fait de ce que c'est. Moi, je trouve ça. En couleur, pas toujours. Hein. Le trait, je veux bien, mais en fait, depuis tout à l'heure, vous parlez de lycéens. Je suis d'accord, j'aime bien cette analyse. Mais le truc, c'est que là, en plus de 100 émissions qu'on a fait, on a déjà parlé de personnes qui savent techniquement pas dessiner, mais qui arrive à transmettre quelque chose. Avec pour moi, il n'y a pas d'âme, en fait. Exactement, il n'y a pas d'âme dans son trait. Moi, c'est un peu ce que je reproche à Beast of the Burden, que je trouve techniquement très très bien. Non, je suis pas d'accord. Mais tu vois, je trouve que c'est plate, quoi. Enfin, c'est un mec qui dessine bien les chiens. Justement, en comparant, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose dans Beast of the Burden qu'il n'y a pas dans Stellar. Ah oui, il y a une âme, il y a une ambiance et tout. En fait, dans ce trait, moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y avait plein de bonnes idées, que ce soit graphique ou dans le scénario. Tu vois, par exemple, tous les flashbacks où tu vois justement qu'ils ont été enlevés. Tu parlais de la Seconde Guerre, mais la scène avec les trains où ils sont crâne rasé, c'est complètement Auschwitz. Enfin, tu vois, donc en fait, c'est pour ça que je parlais de promesses, c'est que je me suis dit, ok, j'aime pas les dessins, mais peut-être que ces personnages vont avoir des trucs dans le ventre, ils vont avoir des trucs à me donner, tu vois. Et en fait, il y a rien, il y a du vent, c'est-à-dire que comme tu disais, et on parlait d'exposition avec Adrien, il y a pas de, en fait, c'est tout le temps ça serait bien que, et en fait, ça arrive jamais. Voilà. Il y a un vrai problème de narration. Complètement, parce que les dialogues sont plutôt pas mal. Ouais, mais putain, tu comprends jamais. C'est un flashback, c'est pas un flashback et tout. Et du coup, comme tu dis, à un moment, tu dis genre il y a des mecs qui arrivent et tu sais même pas, genre. Moi, à un moment, je me suis dit, mais ça, c'est le passé ou c'est le présent. Ouais. Et d'ailleurs, cela dit, alors ça vaut peut-être le coup de le préciser. Il joue là-dessus à un moment. Il précise vous avez
avait tellement détruit l'univers que même le temps en a été ébranlé. Et à un moment, ils sont plus trop capables de reconnaître quand se sont produites les choses ou pas. Il y a des personnages qui vieillissent d'une page à l'autre. Et là, tu te dis, il y a peut-être une idée, peut-être que là, ils vont aller chercher quelque chose. Ouais, c'est une promesse, et mais du coup. ça n'y va pas non plus. Mais en plus, tu vois. Si ça y va, c'est chambé, mais si ça y va, c'est tellement mal amené. On est à la moitié. Ça n'y va pas non plus, et ce que laisse présager le 3. Et tu vois, toi qui es friand des trucs, même Adrien d'ailleurs, vous êtes friand des trucs un peu spatiaux, des trucs qui se passent dans les autres planètes et tout ça. Là, les premiers décors qu'on voit, c'est des planètes complètement désolées avec ce qu'on peut assimiler à des cadavres de titans en fait, c'est des espèces d'énormes insectes ou d'énormes monstres, et tu te dis ok, là il y a eu le bordel, on va nous raconter que c'est post-apocalyptique et qu'il y a eu plein de trucs, en fait on nous raconte rien, et à aucun moment tu sens sur les personnages qu'ils ont vécu des sales trucs, alors qu'il y a des flashbacks qui te le montrent, mais dans leur discours, même si je suis d'accord les dialogues sont pas trop dégueux, à aucun moment tu sens qu'ils ont un lourd passé ou qu'ils ont en fait voilà, c'est plat, ils ont pas de personnalité, et c'est dommage parce que l'histoire n'est pas hyper originale, mais ça aurait pu faire un truc cool. Mais en fait, mon avis, Ben. C'est ça en fait, c'est que il y a possiblement de bonnes idées. Je pense que le mec, comme on l'a dit, dessine bien, enfin sait ce qu'il veut faire, mais alors, pour moi il a pas de caractère, en fait il a pas de style particulier, genre s'il dessine autre chose, je me dirais pas c'est le gars de Stellar, tu vois, je vais pas le reconnaître. Mais en plus voilà, c'est plat quoi, il y a pas grand chose. Le mec a un CV assez impressionnant c'est Brett Blevins, il s'appelle, il a 58 ans et il a passé sa vie à dessiner chez Marvel. D'ici également, donc il a fait pas mal de choses. J'ai pas regardé dans le détail. Tout le monde ne dessine pas bien chez les deux géants. Mais ouais. Et il y a un truc, j'ai lu un petit peu les pages qui à la fin du comics où les auteurs parlent. Il y a quand même un petit côté qui m'a dit j'ai pas trop envie non plus de trop bâcher le mec, parce qu'en fait il explique que sa femme je ris mais c'est un peu de malaise, est décédée d'un cancer là cet été, pendant que lui, ou je sais pas quoi, récemment en tout cas, pendant que lui travaillait sur cette BD, et que ça a été pour lui une façon de se raccrocher à quelque chose. Ouais, mais tu vois, avec tout le respect que j'ai pour je le connais pas, mais bon, respect, tu vois, bah du coup pour moi, quelqu'un qui souffre et qui vit comme ça, peut-être qu'il a justement des choses à transmettre, et moi personnellement il m'a rien transmis. Du coup je suis d'accord. On va pas le bâcher gratos. Non, que sa femme soit décédée ou pas, tu vois, mais c'est juste que du coup bah je sais pas, il a pas l'air moi il me transmet rien, je suis désolé hein. Je suis entièrement d'accord. C'est un peu triste, mais t'iras au bout des 6 ou pas pour nous dire quand même? Allez. Ok, pour aller jusqu'au bout et voir s'il n'y a pas quelque chose d'entier, mais vraiment comme ça, ça m'a pas donné envie quoi. Découvrez l'avis de Grégo sur la fin de ce comics stellaire sur le Bouya Comics Club, notre groupe Facebook. Troisième comics ce soir, c'est Adrien qui s'y colle. Il a lu quelque chose toujours un peu plus près des étoiles, Proxima Centauri. Une également mini-série en 6 épisodes, sortie chez Image Comics, qu'on n'a pas précisé, excuse-moi, pour la série précédente. C'est 2 titres chez Image. Celle-ci est sortie en juin 2018. À l'écriture, on retrouve Farrell Dalrymple, les illustrations Farrell Dalrymple, et à la couleur Farrell Dalrymple. Au lettrage aussi, du coup, Farrell Dalrymple. Et à la conception. Farrell Dalrymple. Et qu'est-ce que tu peux me dire sur ce comics de Farrell Dalrymple? Eh bien, c'est écrit par. Non. Eh bien, donc c'est en 6 issues, ça vient tout juste de finir. Le 6e est sorti hier, figurez-vous, enfin le 14 novembre. Au cœur de l'actualité. Farrell Dalrymple, on le connaît pour Prophète chez Image. J'avais déjà vu son art, sans le savoir, sur une variante cover pour Black Hammer, Age of Doom, number 6. Et là, bah, il fallait que ça me tombe dessus. Je fais 2-3 recherches après avoir lu le comics d'ailleurs. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Eh ben, il s'avère qu'il a travaillé sur putain de Jenny Finn. Tout se lit. Mais à quoi? Voilà, au dessin. Mais c'est lui qui a fait ce que n'a pas fait. Ah putain. Voilà. Dans un style relativement différent quand même, hein, faut le dire. La couverture, parlons-en. Je l'ai choisi en bonne partie grâce à la couverture du numéro 1. J'ai fait une Grégo quoi. J'ai fait une Grégo parce qu'en fait il y avait un style, il y avait un cachet, un truc que je ne vois pas souvent. Et je me suis dit c'est un peu frais, on y voit c'est un peu Floating Heads, un peu à la Star Wars, hein, tu sais, il y a un enchevêtrement de personnages, on voit que c'est dessiné très fin, crayon de couleur, Sharpie, tu vois, très en détail, avec un jeune homme qui ressemble un peu à Luke Skywalker d'ailleurs sur la couverture, avec une épée, derrière lui une sorte de
vieux scientifique black avec des lunettes, voilà. À côté de lui, une meuf qui a l'air prête à la bagarre, qui a des énormes mains. Les proportions de l'ensemble sont un peu pétées, hein. Il y a des animaux qui courent derrière, il y a un renard, il y a un espèce de petit ragondin, mi-lion, mi-dragon qui est à mobilette. Je suis en train de regarder en même temps, c'est le bordel. Il y a une mouche géante, il y a un jeune homme avec un bâton magique. Attends, t'es toujours sur la couverture ou je suis toujours sur la couverture. Ah d'accord, j'avais toujours sur la couverture. Page 1. C'est un dawa pas possible. On dit encore dawa en 2018 ? Non. Entre nous. Bien sûr. Et il y a ce logo image dans un coin. Sinon, tout le reste a l'air d'être vraiment dessiné à la main. Ça a l'air très très. Moi, ça m'a donné cette sensation de ces comics d'art un peu, tu sais, genre artisanaux, tu vois, le genre de truc que tu trouverais... un fanzine même, hein. Ouais, un fanzine, exactement ça, tu vois, genre le truc un peu agrafé à la main, édité un peu à l'arrache, quoi, dessiné, tu sais, tu sens le crayon de couleur, quoi, tu vois. Et ça m'a rappelé certaines éditions ultra indé de chez indé que tu peux trouver chez les petits libraires avec des éditions à 10 tirages, quoi. Et donc j'ai été attiré par ce truc. La bonne nouvelle, c'est qu'à l'intérieur, ça ressemble exactement à ça, avec ce même côté artisanal, ce même côté fanzine un peu amoureux, et ça se ressent à la fois dans le dessin, qui est très changeant, mais pour le mieux, je trouve, et cette histoire qui va être ultra dure à décrire, mais je vais quand même essayer de le faire. Alors, qu'est-ce que ça serait que le pitch ? C'est ce genre d'histoire un peu confuse de science-fiction, un peu entre Annihilation et 2001, tu sais, où en fait finalement t'as pas vraiment bien le contexte, t'as pas le truc, t'es jeté un peu dans le bain et tu piches pas tout. Il y a pareil beaucoup de promesses, beaucoup de petits éléments que tu peux choper. Et au bout de la première issue, ce que tu as compris, c'est qu'un jeune garçon qui est prénommé Sherwood à environ 4 années-lumière de la Terre, est devenu un aventurier depuis 270 jours peut-être, et il est coincé dans une espèce de zone spectrale, une sorte de zone interdimensionnelle, là, ce genre d'endroit que personne ne peut vraiment... on peut pas trop y accéder, on peut pas trop en sortir normalement. Et lui, il est là dans un vaisseau avec un scientifique et d'autres amis, il va cumuler des petites aventures, pas tant qu'il en ait besoin, pas tant qu'il en ait envie, mais c'est un adolescent, il est empreint de beaucoup d'émotions, il se passe beaucoup de choses dans son corps, il est entre la rage, la tristesse, l'ennui, l'envie d'appartenir à un groupe et en même temps l'envie d'être isolé et de vouloir être seul. Et c'est un récit qui est à la fois touchant et en même temps qui est difficile, qui est vraiment difficile d'abord parce que il est raconté d'une façon ultra délinéarisée et presque, enfin je veux dire, on n'a pas du tout le layout d'une quête du héros, quoi, tu sais, où il y aurait un enjeu posé, machin et tout ça. Alors, la plupart du temps, c'est le genre de truc qui me fait tomber le bouquin des mains parce que j'aime les expositions claires, j'aime qu'on m'embarque dans une aventure. Dans la première issue, il y a quelques promesses, il y a des trucs, mais tu sais même pas, genre, est-ce que c'est un rêve ? Est-ce que c'est... En fait, on dirait presque un cauchemar, ou parfois même, je me suis demandé si c'était un jeu vidéo. Et tu sais qu'en fait, il était pas... que tout n'était qu'une métaphore de quelque chose qui vivait ailleurs. Oui, en plus, il y a un personnage qui le fait vraiment ça, et du coup, tu te dis que c'est peut-être la réalité. Ouais. Et en fait, je veux dire... Non, toutes les micro-actions ne sont que prétexte de parler de ce que c'est qu'être un adolescent, en fait. Lui, en l'occurrence, il est séparé de son frère qui évolue dans Approxima Centauri, genre dans la vraie vie, quoi, on va dire. Et il en est séparé et il a très hâte de le retrouver et de reprendre sa vie un peu normale. Il se demande si la fille qui est coincée avec eux... sur qui il a un crush et dont il est amoureux, genre est-ce qu'elle aussi partage des choses, mais bon, c'est pas facile parce que c'est un fantôme. Il y a le scientifique qui a l'air complètement barré, qui veut absolument construire un robot géant et du coup il lui donne des petites tâches un peu à la con pour aller chercher des éléments de son robot géant. Les relous dans les jeux vidéo qui le filent des quêtes annexes. Voilà, il y a un mec qui arrive à moitié du futur et qui lui dit ah oui non mais t'inquiète pas, dans le futur tu seras toujours comme ça ou quoi, puis il lui dit mais quoi, de quoi tu parles, non je devrais pas te le dire, mais bon dans le futur tu seras super important, enfin. Et je vais vraiment avoir du mal à vous raconter un peu plus que ça parce que
jusqu'à la fin, j'ai lu le comics qui est sorti. Du coup, là, j'ai lu la fin de la série. Et jusqu'à la fin, l'ensemble reste, je vais dire, relativement sans quête principale, sans enjeu, sans objectif clair, si ce n'est de voir un enchaînement de presque d'essais graphiques aussi, parce qu'on voit que l'auteur se fait méga plaise, qu'il donne tout ce qu'il a. On dirait presque une espèce de collection de moments, et que le moment où il se pose derrière à sa planche à dessin, il y a des choses qui peuvent sortir, des choses qui vont pas sortir. Mais il y a quand même une certaine cohérence malgré tout. Il y a une, bien sûr, enfin, tu vois, il a un style graphique qui est super fort. Enfin, même scénaristique, je veux dire. Ouais, bien sûr. Graphiquement, moi, je le situe un peu quelque part entre Bill Plympton, cet animateur fou qui a un style très particulier, des proportions qui sont complètement exagérées de temps en temps. Il y a du boulet parfois avec des créatures très très précises, un trait fin, très fouillé. Et puis même Max et les Maxi Monstres par exemple. Ouais, carrément. Mais oui, exactement. En fait, c'est à lui l'espèce de ragondin sur sa tête. Oui, ça. Il y a un peu de quelque chose de Negative Space aussi que j'avais chroniqué il y a un petit moment. Et moi, je vois aussi dans les couleurs et même un petit peu dans l'émotion quelque chose de Matt Kindt. Oui, bien sûr. Et voilà, en fait, j'aurais du mal à vous dire. Lisez-le absolument, mais je peux pas vous dire le lisez pas, évitez-le, parce qu'en fait c'est vraiment un comics qui m'a fait du bien. En fait, j'étais assez content de lire un truc vraiment différent. Enfin, je crois pas avoir lu un truc comme ça dans ma vie. C'est ultra arty, c'est indé de chez indé. Pourtant, enfin, c'est chez Image, ouais. C'est Image, mais on dirait l'un des garages hardcore, quoi. Et j'ai vraiment eu l'impression d'avoir une œuvre d'artiste, tu vois. Ou même tu ressens les planches où il se craque, il se permet un truc, ou alors les planches où il se rush parce qu'il a sûrement pas le temps ou plus l'inspiration. Enfin, je sais pas, c'est assez organique, quoi, comme la façon dont il organise son truc, et j'ai beaucoup aimé. Je suis assez curieux de votre avis parce que en le lisant, je me suis dit ça passe ou ça casse, quoi. Ben. En fait, je pense que c'est enfin, moi je l'ai pris comme ça. Pour moi, je suis même pas sûr qu'on puisse le considérer comme un comics à proprement parler parce qu'il y a quasiment aucun code du comics. Ou même de la BD. En fait, pour moi, c'est une œuvre un peu concept. C'est très très personnel, comme l'a dit Adrien. Et je pense que tu peux pas l'appréhender à la première lecture. Que ce soit issue par issue ou même si tu lis les 6 d'un coup, tu peux pas. En fait, là où c'est la richesse de ce truc-là, c'est complètement. Ça part complètement en vrille. Effectivement, c'est un peu. En cinéma, ça serait un genre Jean-Michel Gondry, tu vois, par exemple. Ça veut dire qu'il y a une cohérence, il y a une vision. Ça peut paraître décousu si t'es pas dedans, mais je pense que la force de ce truc-là, enfin il y en a beaucoup, notamment graphique, mais la force de la construction de l'histoire et tout, et le fait que le mec mette ses tripes, c'est que le lecteur, et c'est pour ça que c'est quasiment impossible à review, c'est que c'est le lecteur qui va voir ce qu'il a envie de voir dans l'histoire. Adrien a dit que le gamin avait plein de problématiques de son âge, etc. D'autres personnages pareil. Et en fait, tu vas te retrouver quelque part, tu vas t'identifier à un des personnages, tu vas... En fait, c'est toi qui vas faire ta propre histoire, et c'est pour ça que des fois, moi j'étais largué où je me dis ok, là je comprends pas trop, je dis ok, je verrai plus tard, soit parce qu'il va se passer un truc plus tard et ça va m'en faire reconsidérer, soit demain je vais avoir une expérience dans la rue et du coup, je pense que c'est très très organique comme dit Adrien, ça prend aux tripes et que c'est très personnel, et que si tu décides de t'approprier cette œuvre, tu vas plonger dedans. Graphiquement, je trouve que c'est... même si ça peut paraître complètement foutraque, c'est complètement maîtrisé. C'est très inégal dans le trait, mais c'est totalement voulu. C'est-à-dire que tu vois quand il change de style. D'ailleurs, moi, ça me rend assez dingue de savoir que c'est un seul gars qui a tout fait. Donc c'est toujours, pour moi, c'est gage de qualité parce que c'est le gars, il a son projet de A à Z. Mais des fois, il change de style graphique et je connais pas beaucoup d'artistes qui savent changer de style. Tout en gardant une cohérence, enfin c'est assez dingue, et donc je pense que je me ferai un plaisir de le relire. J'ai pas été jusqu'au 6, mais je pense que je vais attendre que ça sorte en TPB, je vais l'acheter et je vais le lire plusieurs fois. Je pense que ça se lit vraiment en plusieurs fois, mais voilà, c'est très complet. Il y a beaucoup de personnages qui sont présentés rapidement, tôt et rapidement. Pour moi, c'est un truc qui est très dense, très riche dans le tout. À chaque fois, je dis ça dans le bon sens du terme. Et voilà, j'ai envie de me plonger dedans. C'est bourré de métaphores. Tu vois, Adrien, il a parlé de rêve, mais si ça se trouve, c'est juste
des putains de métaphores sur la vie qui sont illustrées parce que le gars il voit ça dans sa tête et il l'a craché sur son papier. Et d'ailleurs le papier dont tu vois le grain, je sais pas si c'est un scan du vrai papier Canson ou si c'est un faux effet, mais c'est non, cool. c'est un scan en fait. J'ai vu une interview de lui cool. vidéo où il a une technique où genre il accroche ses planches sur son mur et il les place pas à la même hauteur selon qu'elles sont finies ou pas. C'est vraiment du coup, il y a cool. un genre de timeline un peu. Ouais. Et c'est, enfin tu vois que c'est vraiment. Mais après, tu vois, j'ai peu parlé de la couleur, mais c'est vrai que ça a l'air vraiment soigné. Et il y a des petits détails comme par exemple, on s'en rend pas forcément compte souvent dans le cast d'un comics, il y a le lettreur, c'est ça qu'on dit, un lettreur. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais c'est toujours fait correctement, mais là c'est fait à la main, c'est pas une typo. Donc le mec se fait chier à écrire. Tu sais, j'ai vraiment regardé tous les E, tous les A pour voir si c'était une typo, parce que des fois t'as des typos qui génèrent de l'aléatoire pour faire genre, mais là tu sens que le mec il a écrit, des fois il change d'écriture, il écrit en cursive exprès. Des fois quand il écrit en majuscule, les mots importants sont en gras. Quand il écrit en cursive, il y a des moments où il fait du collage, il y a fait des de moments où il l'italique change et tout. d'encre. C'est assez. Et je sais pas si tu t'es renseigné en combien de temps il a fait ça, parce que j'ai pas vu la publication, mais la création, parce que je sais pas si ça a été fait d'une traite ou si c'était un petit peu. Je crois que c'est un truc qui traînait depuis un petit moment. Ouais, c'est ça, d'accord. Mais en fait, il y a un genre de cohérence qui est très très appréciable et je vous conseille vraiment de vous plonger dedans. Peut-être que ça vous atteindra pas, mais en tout cas, je pense que c'est un truc qu'il faut tester. Ego. Oui, alors, j'allais rebondir sur la conclusion de la review d'Adrien, à savoir ça passe ou ça casse, et avec moi, ça a clairement cassé. Déjà, j'accroche vraiment pas au style. Pour moi, c'est hostile. C'est pas mal. Oh oui. Ouais, c'est pas mal. Non, pour moi, c'est... alors, je vais peut-être être méchant parce que vous avez l'air assez sensible au talent de l'artiste, parce qu'il doit sûrement avoir du talent quelque part, mais je trouve ça assez feignant. En fait, c'est peut-être un peu méchant, mais... Je pense que tu pouvais rien dire de plus faux que ça. Mais okay, c'est vraiment mon ressenti. Bon, j'accroche pas au dessin, certes. J'ai commencé la lecture et j'ai lu 4 ou 5 pages et je me suis dit... En fait, j'ai recommencé du début en comprenant ce qui se passe, et en effet... Pour comprendre ce qui se passe, il y a un petit travail à faire de concentration sur les détails, sur les textes, sur le contexte, sur qui, quoi et quoi, comment, quels sont, c'est quoi le décor exactement. Alors moi, ce que j'y ai vu, j'ai eu l'impression de lire l'histoire d'un gamin isolé a priori dans un vaisseau, une navette en transfert peut-être vers Proxima du Center ou pas, et qui, par sa solitude, se trouve à péter littéralement des câbles et à s'imaginer tout un monde. En fait, dans les décors, moi j'ai vu derrière des décors qu'on pourrait retrouver dans la station spatiale internationale, avec superposés par-dessus tous ses fantasmes à lui et tous ses délires, et qui se mêlent aussi au délire de l'artiste, je trouve, quoi. Donc je pense que l'artiste se fait grave plaisir. Il part dans ses délires, je vais mettre ça, je vais mettre ça, je vais mettre ça. Je trouve que il se permet des choses niveau dessin qui sont un peu faciles par moment, quoi. J'ai trouvé des choses, des problèmes de proportion que... justement, c'est maîtriser les proportions. Et il y a certains dessins, je te montrerai tout à l'heure. Je trouve que... Il en joue, c'est ça que je veux dire. Ouais, complètement. C'est là où je cite Bill Plympton, en fait. Non, vraiment. Okay. En fait, des fois, moi, j'ai vraiment l'impression de voir allez, ça, vas-y, cette case, elle me saoule, je passe à la suivante. Non, c'est genre, je me rappelle notamment d'une petite scène où, en fait, il s'est pris un coup, enfin, genre, il saigne. Et en fait, il est dans une flaque d'eau, il est tout petit. Et en premier plan, on a son ennemi. Ouais. Et en fait, tu vois sa tête en énorme à ce gamin, alors qu'il est le corps est tout petit, et c'est juste pour exprimer qu'il crie, c'est sa colère, en fait, c'est imagé, tu vois. Oui, donc la proportion pétée est voulue. Non, mais je pense qu'il y a des passages où la proportion pétée est voulue. Il y a des passages, je te montrerai à la case si tu veux, où il marche juste et t'as son pied arrière qui est juste pas fait, quoi. Et du coup, ça tranche avec le reste. Bref, j'ai vraiment eu du mal. Cela dit, ça a attisé ma curiosité. Je me suis dit, mais pourquoi il fait tout ça? Et au bout de 3 issues, j'ai pas eu la réponse, puisqu'en effet, l'histoire n'avance pas vraiment. Il y a des délires qui superposent les uns aux autres. Et du coup, moi, ce que je me pose comme question, c'est pourquoi publier une œuvre comme celle-ci au format comics par un numéro de 24 pages? Parce qu'à mon avis, ça, par contre, je suis complètement d'accord. Du tout le format sous lequel ça se publie. J'étais en train de lire pendant que vous parliez tous. Est-ce que quelqu'un a parlé de maladie mentale? C'est très c'est un truc sur la maladie mentale. Je pense. Là, c'est toi qui vois ça, du coup. C'est évident, en fait. C'est toi qui vois ça. Et du coup, la question, c'est où il veut en venir. Et du coup, genre, à la limite, j'aurais préféré lire un gros pavé de 120, 150 pages d'un coup où je peux me gaver de l'histoire. Mais là, d'un numéro à l'autre, après le numéro 1, j'ai lu parce qu'il y avait l'émission. C'est pour ça que j'attends le TPB. Là, j'en ai lu 2. J'aurais lâché, quoi. Clairement, ce qui se passe dans la tête du gamin, il a des crises d'angoisse que je arrive
imagé. Toutes les personnes sont des voix dans sa tête. Oui. Qui sont en train de l'insulter, enfin il y en a qui le poussent, qui l'insultent et tout. Et je pense les différentes facettes aussi de lui-même. Et je suis en train de me demander si le frère, c'est pas, enfin Proxima Centauri, c'est pas une façon de se rapprocher de lui physiquement en vrai, parce qu'il a un problème de. Je vais lire ce truc, je vais le défoncer. Ça a l'air génial. La violence du gars. Ça me parle énormément. Ça passe sous sa casse. Moi, non, mais voilà. Et je pense que le délire, ok. Un peu de délire, ok, mais 3 numéros de délire, à la fin, j'ai dit, raconte-moi quelque chose. Mais peut-être ça raconte quelque chose. Ce qu'il y a dans la tête d'une personne qui a du mal à. Exactement. En fait, alors, moi, je le rapproche beaucoup de l'adolescence parce que c'est un adolescent qui galère et tout. Et voilà. Et il va passer, en fait, du besoin d'attention au sentiment de rejet, à la sensation que tout le monde lui, tu sais, genre, le materne, le machin, ou alors au contraire qu'il est laissé pour tout seul et tout ça. Donc, enfin, il y a quelque chose de super intéressant sur son personnage. Je dis pas que c'est fait de façon très académique parce qu'il y a des moments, tu sais, avec des petites voix, des petits inserts. Il y a des trucs où, genre par exemple, à un moment, il parle d'un personnage et tu sais, il dessine la petite tête dans la case. Enfin, c'est trop bizarre, quoi. Il y a vraiment des trucs chelous. Et pour conclure et résumer le ça passe ou ça casse, je suis quand même allé un petit peu aller voir l'avis des gens sur Internet. Je vois Cosmic Ray qui note 1 sur 10, incompréhensible. Juste après un mec, Kevin Rick, waouh, 10 sur 10. Voilà. Non, mais c'est hyper subjectif en fait. C'est vraiment chacun verra son truc. Quoi. Ouais. Toutes les informations de ces comics sont à retrouver sur les détails, la description de l'épisode d'aujourd'hui. Vous avez les liens qui vous emmènent donc vers les versions originales ou françaises de chaque comics pour vous familiariser déjà à ce à quoi elles ressemblent et peut-être les acheter en ligne ou la réserver chez votre libraire principal. On se retrouve dans un instant pour parler de cover et de jeux. À tout de suite. Il nous reste pas beaucoup de temps pour parler de plein de trucs, alors on va se dépêcher de parler de cover de comics. Plusieurs questions que Ben a préparées pour nous. Oui. On va explorer à la fois déjà dans la conception des couvertures aussi, les artistes qui sont commissionnés uniquement pour ça. On va parler de comment est-ce qu'on réagit à une couverture, est-ce que ça nous l'a fait acheter. On va parler des différences aussi de choisir un artiste pour un comics et de ne pas choisir le même artiste pour ce qui est à l'intérieur. Problème très fréquent chez nous, n'est-ce pas Grégo? Et de nous, notre comportement vis-à-vis de tout ça. Alors Ben, je te passe le micro. Oui, en fait je pense que ça m'étonne qu'on n'en ait pas fait un dossier plus tôt parce que c'est quand même une des bases de nos choix en tant que chroniqueur et en tant que lecteur tout simplement. Le vieil adage qui dit qu'on ne doit pas juger un livre à sa couverture, c'est faux. C'est exactement c'est tout à fait faux parce que à moins que on ait un éditeur chouchou ou un artiste chouchou et qu'on fasse que du mono, toujours le même auteur ou le même éditeur, quand on se balade dans un comic shop ou dans une librairie ou sur internet ou quoi que ce soit, le premier truc qui va nous mettre en lien avec une série, un comics ou quoi, c'est la couverture. Et donc voilà, je voulais qu'on fasse un petit tour. C'est un dossier, je pense, qui va être assez subjectif. On va donner un peu nos goûts. Tu vois, on n'est pas là pour dire. C'est comme ça que ça se passe. Voilà, exactement. Je pense que c'est propre à chacun. Il y en a qui s'en foutent, il y en a qui comptent vraiment sur la couverture. Il y en a qui vont juste. C'est un gage d'argent en même temps. Ouais, complètement. C'est très important. Après, il y a le côté, comme tu le disais, le côté un peu trahison où l'intérieur n'est pas comme la couverture. Mais voilà, je voulais faire un petit tour avec vous tous, même toi, Eric, sur les couvertures. Déjà, est-ce que pour vous les couvertures sont importantes pour votre achat? Je pose la question en sachant que Grégo va dire oui. Oui. Est-ce que ça donne envie? Est-ce que c'est trompeur? Est-ce que vous en foutez? Et est-ce que souvent ça vous aide à décider? Genre vous hésitez sur un achat et puis en fait vous dites la cover elle est quand même cool, hop, ça vous décide. Grégo pour Grégo. Évidemment que oui. En fait, il y a évidemment les titres. Alors, il y a plusieurs choses. Les titres que tu connais déjà, les grands classiques que de toute façon tu liras. En tout cas, moi je lirai, peu importe la couverture. Il y a les choses qu'on t'a recommandées. Et il y a les choses que tu ne connais pas. Donc, sur les choses qu'on m'a recommandées, je pense que la couverture va jouer aussi dans la priorisation de ce que tu vas lire. De ce que je vais lire, voilà. Si on me recommande quelque chose, la couverture me plaît, je vais tout de suite aller dedans. Et sinon, je vais un petit peu, je vais pas forcément me précipiter. Et dans ce que je connais pas, évidemment, c'est quelle est la promesse encore que fait cette couverture. C'est pour ça, moi, quand je parle que s'il y a un robot, un vaisseau et de l'espace sur la couverture, même si par exemple le cas de Stellar là, j'étais pas séduit par le trait de la couverture, j'y suis quand même allé pour voir qu'est-ce que l'histoire a à me dire, qu'est-ce qu'elle me raconter, est-ce que
Est-ce que ça peut être une bonne surprise, des terrains un peu nouveaux? Là, en l'occurrence, ça ne l'était pas. Je vais estimer la part de l'apparence de la couverture par rapport à ton choix de finir une histoire. Tu veux dire une fois qu'elle est commencée? Voilà, une fois qu'elle est commencée, est-ce que à quel moment, à quelle hauteur ça influe sur le fait que tu vas finir l'histoire? Surtout qu'à la fin des issues, c'est 101%. À la fin des issues, t'as la couverture du prochain en général. Oui, ça peut te donner envie. C'est ça. Mais en fait, la couverture, je pense que finalement, c'est surtout la couverture du numéro 1 qui va compter ou du TPB quand. Une fois que t'es accroché, c'est bon. Voilà, c'est ce qui va te faire. Moi, en tout cas, c'est ce qui me fait rentrer dedans. C'est quelle est la promesse, qu'est-ce que ça me montre, qu'est-ce que ça me raconte, et surtout aussi qu'est-ce que ça ne me raconte pas, quelle part ça laisse à ma propre imagination, par quoi je complète ça, et pour voir si en effet ça va derrière répondre à mes attentes. Adrien, est-ce que vous pouvez répéter la question? Ben, vas-y. L'importance de la couverture pour toi dans ton choix. Est-ce que par exemple quand tu te balades dans un comic shop ou sur Comixology, j'en sais rien, est-ce que la couverture va t'attirer l'œil et du coup tu vas aller feuilleter? Est-ce que des fois la couverture te plaît tellement pas que tu vas même pas feuilleter par exemple? Qu'est-ce qui te retient ton attention? Il y a deux choses, je pense. Il y a est-ce que ça va m'attirer et est-ce que je vais l'acheter? En fait, je crois que pour moi, c'est quasiment la condition sine qua non à l'achat. C'est-à-dire que je vais vraiment avoir du mal à acheter un comics, ou même un livre, au sens général, si la couverture me plaît pas. Ouais, mais si ça te plaît pas, mais que tu feuillettes et que l'intérieur est bien. Eh ben même. Oh non! Ouais, parce qu'en fait, j'ai un espèce de... Vous avez dû remarquer en côtoyant mon salon, en fait, mes comics traînent souvent. Pas dans ma bibliothèque, mais sur ma table basse, sur mes meubles, enfin voilà. Parce qu'en fait, j'aime bien les voir. Et quand ils sont dans ma bibliothèque, ils sont rangés, tu vois. Tu sais, genre, ils ont fini presque une sorte de vie, tu vois. Et en fait, si j'achète un livre, genre, j'aime bien pouvoir le regarder, j'aime bien pouvoir voir sa couverture. Donc, potentiellement, on passe à tranche, pas quand il est rangé. Ah, mais tu peux passer à côté de plein de trucs trop bien en faisant ça, en faisant cet écrémage. Bah oui, mais en même temps, en fait, tu vois, je me dis, dans ce cas-là, j'ai pas besoin de le posséder en objet. Ah, okay. Si il faut que je le possède en objet, c'est parce que, tu vois, il est beau et il mérite d'apporter quelque chose graphiquement à mon environnement, tu vois. Sinon, je peux très bien le consommer en numérique, tu vois, et genre, j'ai pas besoin de l'avoir physiquement. Donc maintenant, est-ce que ça m'oriente vers l'histoire? Bien entendu, sachant que derrière, voilà, il y a toujours le revers possible de... Si à l'intérieur c'est pas pareil, genre je vais avoir un mouvement de recul très fort alors que c'est peut-être dommage, tu vois, c'est peut-être pas justifié. Voilà. Mais par exemple, toi, du coup, il faut que la couverture soit vraiment belle et esthétique. Là où moi, j'ai plus cherché les éléments. Quels sont les éléments qui vont me trigger pour toi, c'est plutôt les thèmes et Adrien, c'est plutôt les thèmes et voilà. Eric, même question. Moi, ça influe quand même beaucoup. Mais en général, c'est vrai que quand je vais en boutique, je sais déjà ce que je veux. Donc, en gros, un petit peu. En fait, je vais regarder ce que font les autres marques ou les autres trucs que je sais que je n'ai pas acheté. Et c'est vrai que parfois, par curiosité, je me dis c'est pas mal. Ou alors c'est cet artiste que je reconnais d'ici ou de là. Et je vais ouvrir les pages. Et en général, c'est vrai que mon avis est déjà fait en avance en fait, parce que je veux suivre l'histoire de cette série que j'aime bien. Et en fait, la couverture n'aura... Enfin, tu vois, moi c'est tout l'inverse d'Adrien, où Adrien il dit que si l'histoire est cool, où il va apprécier ce qu'il va voir à l'intérieur, la couverture va l'empêcher d'acheter. Moi, c'est si le bouche à oreille m'aura dit... Enfin, on m'aura dit que l'histoire est cool, ou alors l'histoire vers le 3 ça commençait bien, je vais même pas faire attention à quel point la couverture est moche. C'est-à-dire que même si elle est très moche et que je vais avoir un avis très véhément dessus, tant pis je l'achète parce que à l'intérieur ça va être bon. Mais c'est vrai que sans l'avis extérieur qui va me dire non mais ignore cette chose qui va te repousser à la base, c'est vrai que je ne ferai pas l'effort en principe. Moi je trouve qu'il y a deux types de couves. Il y a la couve purement esthétique où tu vas faire waouh, genre les belles couleurs, très graphiques, très chiadées. On en reparlera dans les variantes, mais des fois il y a des trucs très concept, etc. Et qui plaît aussi. Et il y a le côté, comme tu disais tout à l'heure Grégo, la couve elle raconte quelque chose. Des fois c'est pas forcément une action, c'est un peu les anciens comics Superman, oh non attention madame, enfin tu vois c'est pas ça, mais des fois c'est juste une compo qui va raconter un truc. Toi qui aimes bien les vaisseaux, tu vois, il faut qu'il y ait une certaine dynamique avec, enfin voilà, il faut que la couve raconte quelque chose. Et je trouve que si la couve soit ne raconte rien, soit ne déclenche pas chez moi tous mes petits triggers de qualité esthétique, je pense que je passe mon chemin. Mais contrairement à vous,
ça peut être par exemple le logo qui me plaît ou juste le nom, c'est parce qu'on parle de visuel mais il y a aussi le nom, ou un nom d'auteur, et ben je vais quand même feuilleter, et bon des fois la plupart du temps c'est la déception, mais je trouve que quand même je suis choqué par Adrien qui n'ouvre même pas s'il aime pas la couve. C'est fou. Ouais, mais parce qu'en fait, après, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que y a l'inverse, c'est que je suis capable d'acheter un comics juste pour la couve. Ouais. Et c'est là où je me fais avoir au jeu des issues et des variant covers. En fait, je pense que toi, t'es devenu, en tout cas, plus consommateur que moi. De ouf. Mais j'étais probablement le plus consommateur de single issue. Oui, parce que tu testais. De tout le groupe. Parce que je testais, et puis aussi parce que j'aime bien en fait avoir des belles couves chez moi, quoi. Tu vois, c'est bête, mais j'aime bien avoir une petite pile qu'on feuillette et des belles couves. Par contre, en vrai, il y a des issues que j'achète et que je ne lis même pas, tu vois. Et juste parce que t'achètes un poster en fait. J'achète une belle image à 4 balles, tu vois. Et tu vois, je trouve ça, je sais pas, je trouve pas d'ailleurs, ça, je trouve pas ça con, il devrait épaissir les couvertures, je trouve, parce que des fois, vu que c'est la même qualité, juste qu'on l'achète pour la couverture. Les cadres avec. Ça serait bien, ouais, c'est ça. Ah, c'est vrai. Mais ouais, je sais pas si ça existe, ça doit exister. Hein, genre des recueils, ouais, bien sûr. Des recueils. Ah oui, ça j'en ai vu, mais souvent c'est vilain. Enfin, tu sais, c'est des trucs prédécoupés là. C'est vraiment pour habiller tes chiottes. Ils ont des trucs sympas là justement. Bisous à Chaufforeille qui habille ses chiottes. Je spoil les trucs de recommandations de Noël, mais t'as le livre Meta-Humans chez DC, mythologie de trucs d'Alan Ross avec des couvertures de Alex Ross. Et pareil. Et tu peux les découper? Bah, avec ton cutter. Ah oui, non, c'est ça. Non, parce qu'il y a des trucs où c'est prédécoupé. Ça, c'est atroce, ouais. C'est pas bon. Non, après, t'as des beaux livres de cover voilà, ça, où, genre les 50. Bah, pour les 75 ans de Batman, DC ou Batman, je sais plus, ils ont sorti des covers iconiques de Flash et compagnie. Et pour le coup, c'était vraiment joliment présenté dans un beau livre où la reliure faisait qu'on pouvait consulter sans abîmer le papier ou la chose. Mais c'est vrai que c'est très français, et aux États-Unis, ils ont pas encore beaucoup de recueils que de covers en fait. Est-ce que il y a des trucs qui sont rédhibitoires pour vous sur une cover? Je commence, si vous voulez. En général, moi, j'ai remarqué avec le temps, vu que ça se fait de plus en plus, les All New, All Different, New Rebirth Begins, tu sais, qui prend quasiment un tiers du haut de la couverture. Les sous-titres même. Voilà, ou même des fois, en fait, les histoires ou les arcs, ils ont toujours des titres stylés, mais des fois, ça prend trop de place. En fait, moi, je crois que je suis de plus en plus intolérant avec. On laisse pas de place au dessin. Sauf quand ça fait vraiment partie de l'art, mais je sais pas, trop de texte, moi ça va pas. Grégo? Excellente question. Déjà, s'il n'y a pas de vaisseau. Oui, déjà, il n'y a pas de. Non. Ça enlève 95% de tout ce qui existe en fait. En fait, ça se présente sur des cas sur des séries que tu connais déjà finalement. T'es moins dans la découverte d'un univers ou d'un personnages, parce que les All New, les Rebirth, etc., bah, c'est des personnages DC Marvel, tu les connais, tu sais plus ou moins à quoi t'attendre. Donc après, c'est une charte, quoi. Oui, mais surtout la promesse, tu la connais un peu déjà. Ça va être une histoire de super-héros, etc. Donc là, ça va être le nom du scénariste sur la cover qui va plus parler. Donc je dirais que pour des séries comme ça, un petit peu historiques et iconiques, moi, ça me dérange pas trop, puisque ça fait partie du jeu de l'édition et du marketing. Adrien? Moi, je suis pas très fan des... en fait... Alors, bon, le pire, je crois que c'est les codes barres. Tu vois, genre un bon gros code barre. Et vraiment, enfin, il y a des éditions un peu cracra avec un gros code barre sur la couverture, et c'est un peu relou, quoi. Parfois je trouve que le logo même de l'éditeur, tu vois, un logo image pas bien intégré ou un Dark Horse pas bien intégré peut assez facilement gâcher le truc. Et là en l'occurrence sur Proxima Centauri, s'ils avaient eu les couilles de styliser le logo image, ça aurait été un peu stylé. Tu vois, qu'ils sont dans le même style crayonné plutôt que de mettre. Alors ils ont utilisé une version qui est plus light en fait. Plus light, en contour, Voilà, ils ont image à des déclinaisons et tout. Oui, en fait, moi, c'est plus les problèmes d'intégration de la maquette. Tu vois, si le nom des auteurs est pas bien intégré. Oui, si, tu vois, genre s'il y avait une typo, par exemple, parce que j'ai des fixettes sur certaines typos. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Tu me claques un truc en papyrus, en lobster, ou je sais pas quoi. On en a parlé l'autre jour. C'est Ice Cream Man. Oui. Genre, depuis le début, ils utilisent la typo Lobster pour faire le titre. C'est genre de truc, ça me fait saigner des yeux, quoi. Ouais. Genre, je comprends pas le graphiste qui a fait ça. Eric, toi, t'as des trucs qui te repoussent? Non, en fait, je suis assez bon public, hein, donc je me conforme à ce qui existe. Mais c'est vrai que si j'ai des préférences, ce serait l'épuration
de la page. Donc juste non mais tu sais, entre guillemets, sans faire de jeu de mots ou de comparaison incomparable, à l'ancienne, c'est-à-dire t'as le tampon de la marque, t'as une scène qui est quasiment reprise telle quelle dans le comics. Moi j'aime bien ça en fait, c'est con mais ça t'invite directement, tu sais exactement quel va être l'arc en regardant une simple image, une bulle. Aujourd'hui c'est vrai que c'est beaucoup plus distingué ou alors très graphique et cubique, mais aujourd'hui on en met de plus en plus. J'ignore souvent justement tout ce qui est décor, donc le logo j'en ai rien à faire parce que j'arrive à lire en général, donc ça va, j'arrive à le retirer de tout le reste. Et après le nom des artistes, sauf si je cherche quelque chose de quelqu'un, ça va s'effacer de l'image, donc je vais vraiment voir le dessin, son fond, donc ça me dérange pas. Je vais voir un truc chargé, je vais me dire ok bon c'est quoi, c'est un numéro 1, donc ils ont vraiment voulu mettre tout le paquet, tout est gros, tout est bon, c'est pas grave, ça me dérange pas. Mais c'est vrai que moi j'aime bien juste une page relativement synthétique avec le titre de la façon la plus sommaire possible, les personnages, mais peu importe comment ils sont agencés, et le tampon de la marque, ça devrait suffire. Ok, on va rapidement parler des différents types de couvertures. Alors de base, qu'on va appeler la régular, on est toujours sur les issues, mais n'hésitez pas à parler de VF aussi, où souvent il y a eu un choix de l'éditeur sur le ils sont obligés de faire un choix puisque c'est une seule couverture et pas une par issue. Il y a la régular. Alors ma question sur la régular cover, c'est est-ce que vous êtes plutôt client de il faut que la cover ressemble à l'intérieur, ça dépend, c'est pas grave, ou on s'en fout? Eric. Perso, c'est vrai que c'est quand même plus satisfaisant quand la séduction de la première page correspond à ce qu'il y a à l'intérieur. Sinon, ça fait un peu sac à patate, quoi. Après, en réalité, comme je disais tout à l'heure, moi, c'est comme je fonctionne plus sur comment l'histoire va me toucher. C'est pas grave s'il y a un petit peu de différence. Après, quand on a deux artistes qui sont véritablement posés. Je pense à la couve de Ribic pour Secret Wars et toutes les séries conséquentes. C'est vraiment une déception de ne pas avoir cette la série régulière, c'est lui. Oui, non, mais les autres, en fait, les tie-in. T'as cette espèce de truc où on te dit, au fait, regarde tout ce qu'on a fait. Bon, c'est la production du planning de cet event, mais en même temps, t'essayes de trouver une cohérence dans l'histoire. C'est pas toujours facile déjà à la base, mais en plus, quand t'as un Doctor Doom qui a un nez, ça te jette totalement de l'histoire, et limite ça peut effectivement te faire tomber le comics des mains. Après, en réalité, si je suis une seule histoire et que il y a pas trop de différence, qu'on a gardé un esprit, oui, ok. Et si c'est pas une variante, les variantes ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais Justement, Adrien, question sur les variantes, j'ai fait des petites recherches et j'ai appris un petit truc, c'est que les variantes cover, souvent elles sont conditionnelles pour le revendeur, qui s'il veut une telle variante d'un artiste connu ou un truc qui veut lui permettre de mieux vendre, du coup, doit commander un certain nombre d'issues pour avoir droit. Donc en fait, il y a énormément de business derrière. Est-ce que toi, t'es plutôt client des variantes, genre si par exemple, déjà on n'a pas toujours le choix, et c'est souvent du coup sur les issues VO, puisque encore une fois les TPB, il y a rarement des variantes. Est-ce que toi, t'es plutôt client? Est-ce que tu vas plutôt être un puriste, genre non, je veux la normale, même si elle me plaît moins? Non, au contraire. Non, préfères les variantes. Au contraire, je suis plutôt variante, parce que en fait, tu vois, je trouve ça vraiment trop cool d'avoir tes chouchous qui interviennent sur des séries que tu connais pas. C'est comme ça aussi que ça peut te faire commencer de nouvelles séries, d'ailleurs, tu vois. Il suffit d'une variante de Jeff Lemire et puis moi je commence, tu vois, je plonge à deux pieds dans un truc. De Style Nguyen. Quitte à ce qu'après la déception soit grande, quoi. Mais du coup, ça me donne envie de posséder le truc. Pas du tout dans un délire de collectionneur. Enfin, je suis pas spéculateur pour un sou. C'est marrant ça. Je suis pas du tout collectionneur, mais tu vois, genre pour avoir une belle image, moi je suis grave client, quoi. Ouais, Grégo, je dis allez. Oui, moi je suis de moins en moins un consommateur d'objets matériels, donc j'achète de moins en moins. Mais il y a des variantes numériques aussi. Et d'ailleurs, je crois que tu vas toi-même te dématérialiser, n'est-ce pas? Exactement, je suis en train de me dématérialiser. Monsieur Stark, je me sens pas très bien. J'ai commencé par mes membres inférieurs, donc exactement, qui sont déjà dans le cloud. Tu peux pas rentrer chez toi, putain. Non, mais ils sont. Si, ils doivent le relais télécharger à chaque fois. Sur mon iPhone, je télécharge. Très bien. Et voilà, donc finalement j'ai moins couru après les couvertures. Par contre, j'adore, c'est vrai. Tous en membre inférieur. Boum. C'est excellent. Et par contre, j'adore. Je suis assez client de voir justement les réinterprétations et les appropriations d'autres artistes sur des œuvres ou des personnages. Ce qui se fait beaucoup dans les comics finalement, puisque finalement au sein en tout cas dans les maisons d'édition Marvel DC, les illustrateurs, dessinateurs se succèdent et les personnages restent. Et
c'est une des forces aussi, je trouve, de ces maisons d'édition et de ces comics, qu'on a moins, nous, en Europe, on a moins été exposé à ça. Parce moi que j'ai nous, pas on a les grandi avec reliés, ça, ouais. et je trouve ça toujours super intéressant de voir comment un artiste peut se réapproprier un personnage ou ce qu'il peut proposer de nouveau. C'est un peu comme Alors qu'une variante de Tintin par Gottlieb, tu vois, par exemple, on aurait été là genre what, c'est la variante de Gottlieb. C'est ça qui est cool. Mais c'est comme c'est comme quand t'as un mec super doué genre au piano, il se pose sur un piano puis il va faire je vais vous faire un titre qui te passe par la tête, je sais pas, Jean-Jacques Goldman, mais version une cover quoi. Jazz, voilà, une cover, voilà, exactement. Ça part très mal. Tourne les violons en jazz quand tu veux. Je suis désolé d'avoir pensé à Jean-Jacques Goldman, il y a plein d'autres artistes auxquels on pourrait penser en premier, mais bref, c'est toujours intéressant, la réappropriation et comment tu réinterprètes quelque chose, et tu sors du classique de ce qu'on attend de toi et tu vas chercher quelque chose ailleurs. Ça j'aime, ça me parle beaucoup. Mais cela dit, le voir sur internet, sur Google, ça me suffit. J'ai pas besoin de l'avoir. Je vais vite de Laurie en scan. Non. Mais du coup, on a parlé beaucoup d'issue VO depuis le début, et c'est un peu normal parce que vu que c'est beaucoup parlé tout court. Ouais, vu que c'est toutes les semaines, il y en a énormément et c'est ça qui fait un peu notre plaisir. Mais quand on parle de VF, en VF, ils sont obligés de faire un choix. C'est en relié. Ça veut pas dire que les couvertures originales sont pas à l'intérieur, mais en tout cas, en ce qui concerne la couverture extérieure du relié, ils sont obligés de faire des choix. Est-ce que sur des séries que par exemple vous avez suivi en VO quand ça sort en VF et que vous vous laissez tenter, vous êtes déçus? Est-ce que vous trouvez que les éditeurs français font plus d'efforts? Est-ce que tu sais, on parlait d'Urban tout à l'heure qui fait des meilleures éditions, plus belles éditions en tout cas que DC lui-même. Adrien, est-ce que toi t'es plus client? Des fois t'attendrais la VF exprès pour ça? Ah non, mais enfin moi c'est une cata parce que justement, alors c'est pas que la cover. Le cas d'Urban est un peu particulier parce qu'ils mettent beaucoup de bonus. C'est une belle édition, etc. Objet, quoi. Mais il y a des comics que j'achète en numérique sur Comixology, que j'achète en issue, que j'achète en TPB et que je rachète en édition française. C'est par complétion ou c'est juste parce que c'est pas du tout de la complétion. Je te dis encore une fois, je suis pas. Non, c'est pas pathologique. C'est juste vraiment. C'est à chaque fois c'est des covers différentes et du coup tu vois à chaque fois je trouve que c'est des beaux objets et j'ai envie de les posséder. Mais tu n'es pas collectionneur. Mais je suis pas collectionneur. Non mais c'est pas genre tu vois s'il y en avait vraiment une moche tu vois je dormirais bien la nuit tu vois genre j'ai pas c'est parce que à chaque fois c'est les beaux objets. Dans la VF il y a les covers originales qui sont à l'intérieur dans les pages donc tu serais obligé de laisser le livre ouvert chez toi pour avoir les covers. Non mais tu vois sur Royal City par exemple j'ai acheté certains TPB avec les covers originales, d'autres avec des variantes. J'ai même pas la collection complète en issue. Pour le coup, je les ai tous en numérique. C'est, tu vois, vraiment au coup de cœur. Et TPB, oui, ok, j'ai envie d'avoir le TPB parce que genre belle édition. Et voilà, tout ça, c'est clairement là, on parle plus de lire. Hein. Enfin, non, on parle pas de lire le contenu. Quoi. Non, bien sûr. Grégo, vite fait pour finir. Vite fait, ça me rappelle quelque chose d'un petit côté nostalgique. J'achète très très peu de VF désormais. J'en rachèterai, je pense, quand mes gamins seront un peu plus grands. Mais j'aime beaucoup trouver dans une VF les couvertures US. Et je trouve, ça me rappelle un petit peu les Strange, les Special Strange. Quand tu avais ta petite couverture française, souvent un peu moins bien d'ailleurs, et puis que tu tombais au milieu de ton magazine sur la couverture US, et là tu te projetais. Exotique. Voilà, ouais, là tu disais, wow, les États-Unis, c'était sorti il y a 2 ans. À l'époque là-bas. de Strange, les couvertures elles racontaient tout ce qui se passait dans le comics, quoi. C'était un plan, une situation avec des gens par terre qui étaient en galère, les ennemis qui sautaient pour mettre des patates. Moins dans les années 90. Ah oui, non, oui, c'était plus mais surtout, 70-80. T'achetais un Special Strange, t'avais deux issues de X-Men, et tu trouvais les deux couvertures, et tu disais, c'est sorti en deux numéros là-bas, trop bien, quoi. Okay, j'ai l'impression qu'on pourrait en parler longtemps, mais on n'a pas le temps. Vrai, mais du coup, je suis chaud. N'hésitez pas, chers auditeurs, à nous en parler sur le Bouya Comics Club. Je pense qu'on peut faire un joli post thread. Prolongeons la exactement sur les covers, ce qui vous plaît, la VO, VF. Est-ce que vous en qu'est-ce qui vous fait acheter? Quels sont vos covers préférés ou de la honte, les covers que vous aimez qui sont franchement moches mais qui sont dans des histoires géniales. C'est le comics que vous avez refusé d'acheter à cause de sa couve. C'est ça, genre tout le monde kiffe mais vous détestez parce que vous n'avez pas la couve. Chacun ses avis et c'est ça qui rend le monde des comics aussi intéressant. Tous vos commentaires donc sur les réseaux sociaux. Nous on se retrouve dans 3 secondes pour parler de jeux. Chevalier des Carriers. On parlait des Tortues Ninja, c'était il y a
au tout début de l'émission dans le sommaire et c'est maintenant qu'on en parle. Non, ce n'est pas le Défaussé, c'est toujours Comics Outcast, mais aujourd'hui, IDW Games nous présente le jeu Teenage Mutant Ninja Turtles Shadows of the Past. C'est un jeu, je vais vous faire le descriptif dos du jeu. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça en anglais, je suis vraiment désolé. 2 à 5 joueurs à partir de 14 ans. Ce sont des parties qui durent entre 1h et 1h30. Le jeu est quand même à 90€. Oui, mais alors, ça se justifie. Ben, voilà. Est-ce que de base, tu peux me dire, parce que moi, les boîtes de jeu, pour moi, c'est Asmodée, ça coûte 10€. Bah, en fait, ça dépend de ton type de jeu. T'as les jeux, ce que Zef, big up à lui, va appeler amoureusement des jeux apéro, c'est-à-dire les petits jeux qui durent 10-15 minutes. Voilà, pour faire rire la belle-mère. La boîte est toute petite, il y a assez peu de matériel parce que le concept est assez simple et effectivement, ça vaut 10 balles, etc. Un seul dé, dites le chiffre. Là, on est sur un gros jeu parce que c'est un énorme jeu de plateau avec des figurines, donc ça coûte cher à produire, donc le jeu va finir par coûter cher. Il y a énormément de pions, il y a beaucoup de dés, il y a un plateau modulable, etc. Donc c'est pour ça que ça peut être un peu repoussant, mais ça coûte 90-95€ pour ça. Faut savoir que c'est né sur Kickstarter. En fait, à la base, ils avaient un but en français de $250,000 et ça a été backé à hauteur de $860,000. Donc je pense que c'est complètement pété. Donc potentiellement ça aurait pu être moins cher. Oui, mais la beauté de Kickstarter fait que la thune en plus est utilisée pour énormément de bonus si c'est bien fait. Ce qui moi me saoule un peu. Ah bah oui, mais bon. Je préférerais que tu vois, par économie d'échelle, ils fassent payer moins cher à tout le monde. Mais si tu décides, tu mets ce que tu veux. Quand tu back, tu mets ce que tu veux. Oui, mais tu back à un palier qui assure la production. Quand la production, elle fait x4 ou voilà, c'est plus le même coût. Potentiellement, ça devrait être moins cher. Je dis ça, mais moi j'ai backé un jeu Hellboy et j'ai dépensé son compté. C'est fait par Kevin Wilson, qui est connu des gens qui aiment beaucoup les jeux de plateau, parce qu'il a fait notamment Horror à Arkham, qui est un putain de best-seller. Et c'est validé et promu par Kevin Eastman, qui est un des créateurs des Tortues Ninja lui-même. Donc je pense qu'on peut. C'est le nom qu'on voit en général quand il y a des anthologies et tout. Complètement. Et donc, en fait, ce petit jeu, pour essayer de résumer simplement, c'est un jeu de plateau coopératif. Tu l'as dit, c'est de 2 à 5 joueurs parce que tu peux totalement jouer juste avec une personne ou avec tous tes potes. Nous, en l'occurrence, on l'a testé, on a joué à 5. On peut pas jouer tout seul. Non, parce qu'en fait, vu qu'il y a 2 camps, les gentils et les méchants, je pense que tu peux pas jouer les deux tout seul. C'est-à-dire que c'était comme moi. Tu peux jouer à 2 minimum parce que si vous êtes que 2, il y en a un qui va faire toutes les tortues et un qui va faire tous les méchants. Là, nous, on a joué à 5, il y avait 4 tortues et moi, j'ai fait les méchants. Et ce qui est cool aussi avec ce jeu, alors nous, on a testé que le premier scénario parce que ça se base sur des scénarios. Tu peux jouer soit en one shot, c'est-à-dire faire un scénario et t'arrêter là et tu joues plus jamais. Mais bon, vu 95 balles, on va essayer de rejouer. Soit tu joues ces mêmes scénarios à la suite et entre chaque scénario, tu évolues avec tes personnages, ce qu'on appelle une campagne. Donc en mode campagne, tu vois, enfin, il y a une longévité et une continuité. Moi, je peux te poser une question déjà de base, juste sur l'organisation. Combien de temps on estime la durée d'une partie simple, celle dont tu parlais, et ensuite une partie un peu plus genre avec une campagne en plus? 12 heures. Justement, une partie en fait là c'est biaisé parce que eux ils disent 1 heure à 1h30. Ça c'est quand tu sais jouer, c'est-à-dire que évidemment quand tu sais pas jouer, quand tu apprends les règles, voilà. Donc nous on a fait 2 parties, ça nous a pris la soirée parce qu'on connaissait pas les règles, on a appréhendé les règles ensemble, mais une fois que tu connais et que tu as les stratégies et tout dont je vais parler après, c'est 1 heure 1h30 en fait, ça c'est en fonction de comment tu joues, parce qu'en fait c'est un jeu qui va se jouer entre les 4 tortues en coopératif. C'est-à-dire que donc là on avait 4 joueurs pour les tortues, donc une tortue chacun. Chaque personnage a ses propres aptitudes, a sa carte de personnage, a sa petite figurine, et en fait ils vont jouer tous les 4, ils vont se mettre d'accord pour savoir qui commence en fonction du plateau. Le plateau en fait c'est des tuiles qu'on va mettre en place, c'est le scénario qui le dit, voilà, mettez telle tuile, mettez telle voiture, tel sac poubelle machin dans le décor, vraiment New-Yorkais crado. Exactement, et puis full Tortue Ninja. Et en fait moi je faisais les méchants à ce moment-là, donc à chaque fois qu'il y avait une tortue qui avait joué, c'était à mon tour, et donc on jouait en alternance comme ça. Et le but du jeu pour les tortues, ça va être des objectifs, donc soit c'est aller à tel endroit du plateau et le méchant va les empêcher, ou alors les méchants doivent aller à un tel endroit du plateau et les tortues doivent les combattre pour les empêcher. Si l'un des 2 camps met KO tous les autres, la partie s'arrête et la personne qui a mis KO les autres a gagné. Voilà, et donc en fait c'est ça, le but ça va être de se coordonner et de se dire ok, il faut qu'on fasse ça, ok, ça serait mieux que ce soit Donatello qui joue en premier parce qu'il peut courir plus vite, Michelangelo il a plus d'armes, enfin voilà, il faut, en fonction de ça tu fais ton truc, et voilà, et c'est comme ça en fait qu'on a fait notre partie. Grégo il avait Leonardo je crois.
Tout à fait. Pire tortue. Il avait 12 pizzas, Leonardo. Ah, c'était les points de vie. Les points de vie sont Les points de vie sont en pizza. Ok, j'ai bien ça. Okay. Bon, qu'est-ce que t'as fait, Grégo? Tu voulais que je répète catanaïser, c'est ça? Ouais, catanaïser le suck brawler. Non, le suck gunner. Lequel? Bah, celui qui a une seule part de pizza sur le... Ok, donc, avec mon Street Sug Gunner, j'ai défense 2, 3, 4, 5, 6. Et je t'ai fait une attaque à hauteur de 1 dégât. Nul. Nul à Yesh. Cela est défendu. Je l'ai défendu à hauteur de 3 carapaces. Bravo. Qu'est-ce que t'as pensé de ce jeu, Grégory? Qu'est-ce que j'ai pensé de ce jeu? Alors, déjà, je tenais à préciser que j'ai passé un agréable moment en votre compagnie. Bien sûr. C'est réciproque. Ainsi que Grégo, ainsi que Sam, ainsi que Mélanie, ma femme, à qui je fais encore des bisous. Oui, ils sont tous des bisous d'ailleurs. Et donc j'ai passé un agréable moment parce que j'étais en bonne compagnie. Cela dit, je n'ai pas forcément été séduit par le jeu. On peut lui reconnaître une très belle finition, des belles figurines, des belles beaucoup de dés, des beaux jetons, des dés raisonnables, je dirais. Et mais moi, ce qui m'a, je pense, un peu bloqué dans ce genre de jeu coopératif, je vais encore une fois remonter très loin dans le temps, mais pour moi, on est sur un modèle HeroQuest où il y a un joueur qui est le méchant. Et je trouve que c'est difficile. Moi, en fait, le jeu en général me rend particulier, un peu dans un état second, où il va falloir que je gagne, pas forcément pour être le meilleur, mais aussi pour écraser l'autre. Oh putain, à quoi ça sert d'autre? Enfin, quel est l'autre intérêt de jouer? Tu me comprends. J'aime pas gagner, s'amuser, non? Écraser les autres. Et dans ce genre de configuration, il y a un moment où tu te dis, on est 4 contre le méchant. Donc la gloire est pas partagée. Donc déjà 4 contre 1 déjà, donc super. Et le méchant, lui, est-ce qu'il a vraiment envie de nous battre, ou est-ce qu'il veut juste... J'avais envie de vous défoncer, les gars. T'avais vraiment envie de nous défoncer? Parce que j'étais shredder, enfin j'étais... Est-ce que t'es en train de suggérer que Ben n'a pas joué à fond? T'as fait ça pour faire durer la partie? Non. Il est juste 6h du matin. Tant qu'Adrien n'est pas... Alors attendez, j'ai joué qu'une seule carte pour l'instant. Deuxième carte, mais je vais jouer un gunner là, je vais vous mettre des petits trucs dans la gueule. Ils sont tous trop loin. Non, pas lui. Si tu traces une ligne droite entre lui et lui, ça va? Ouais. Donc c'est Donatello. Ça fait 3. Et je dois défendre? Oui. Alors comment ça marche? T'as deux carapaces. Donc je lance 2 dés. Plus tes défenses. Plus tes défenses naturelles. Alors mes défenses naturelles sont de 4. Ah bah ça fait quand même Genre 6. le calcium, tout ça. Donc 6 dés. 6 dés. C'est un jet de calcium. T'as fait combien? Il a fait 2 grammes. C'est un jet de dents. Ouais, wouh. J'avais fait 3, bah tu prends 2 de dégâts. Donc alors attends. Alors la tortue, on rigole moins. Je pense parce que vous êtes des noobs. Je pense que c'est un rôle. J'étais noob aussi sur ce jeu. Je pense que c'est un rôle qui est très difficile de jouer à fond. Moi, je trouve dans les jeux de société où il y a un seul joueur qui est le méchant, j'ai du mal à vraiment me mettre dedans parce que c'est. Mais pour qu'on soit clair, tu dis que c'est ton ressenti personnel ou tu penses que le jeu est pas équilibré? C'est déjà sur ce type de jeu, je vais avoir du mal. Après, il y a certaines fois où ça peut passer, où il peut y avoir une vraie stratégie qui se met en place de chaque côté, où il y a un vrai challenge. J'ai trouvé qu'il y avait quand même une stratégie entre vous 4. Vous deviez savoir qui fait quoi. Alors, encore une fois, on a mis du temps à assimiler les règles. Donc, Adrien, je suis d'accord. Tu peux construire quelque chose. Il y a un peu d'intérêt. Cela dit, j'ai trouvé la partie peut-être un petit peu longue par rapport à tous les coups et toutes les phases de jeu que tu vas enchaîner. Au final, ça s'allonge un peu dans le temps et arrive ce moment où tu sais que tu vas gagner, où tu sais que tu vas perdre et où tu ne peux plus faire grand chose pour corriger le cours des choses. Mais il faut encore jouer 1, 2, 3, 4 phases de dés pour terminer. Et voilà. Et je pense qu'Adrien complétera, mais je pense que je vais être d'accord avec ce qu'il va dire s'il répète ce qu'il a dit à la fin de la partie. J'ai une mini question, attends. La stratégie, elle se fait à haute voix ou oui, la stratégie. Alors oui, et en même temps, le méchant est face à nous. D'accord. Et il y a mes cartes qui sont affichées devant tout le monde. Il se passe pas mal de méta et tout. C'est un jeu qui est pas si simple que ça quand même parce que
on s'est fait plier sur un premier tour. Non, ouais, mais on savait pas vraiment bien jouer. Ouais, en fait, voilà, on s'est rendu compte que c'est assez tight, quoi. Tu vois, faut vraiment discuter, faut vraiment réfléchir à son truc. Si tu te positionnes mal dès le début, tu peux plaire. Et on a fait la partie tuto, hein, tu vois. Et non, en fait, c'est pas si simple que ça. Parce que tu vois, ne serait-ce que les déplacements, tu fais pas juste un jet de dés, genre tu te déplaces de 4, t'as des obstacles, il y a des cas spéciaux où tu dois faire, tu dois vraiment faire de la stratégie. Attends, on est obligé de passer par les sacs poubelles pour descendre? Ouais, ou les escaliers. Sinon, on peut pas prendre des dégâts. Les escaliers. Ah, je prends 4 points de dégâts, donc je décède. Ok, donc c'est pas possible. Ok, très bien. très bien, y'a pas de problème. Alors, ça tourne vite à la soirée addition-soustraction quand même, parce que finalement, tu ne fais que t'additionner des dés, le machin et tout. Et moi, alors, j'ai vraiment eu la sensation, quand on a fait la mise en place, j'ai vraiment eu la sensation d'avoir déjà joué à ce jeu. En fait, ça se rapproche pas mal de Zombicide. Tu vois, avec Zombicide, il y a pas c'est t'as pas un plateau, stratégie, quoi. T'as un objectif, t'es en groupe, mais tu joues à tour de rôle, c'est pas pareil. Là, vous choisissez qui joue au camp. Bien sûr. Il y a le côté collaboratif que j'aime beaucoup, qui pour moi change tout. Mais sinon, bon, globalement, dans les déplacements, tu vois, tu fais des jets de dés pour faire une action, t'as des points que tu peux dépenser ou que tu dépenses pas, tu peux, voilà. Et à la différence que Zombicide, il y a une raison pour laquelle les choses vont assez lentement. C'est les zombies, ça va pas vite, toi tu es en infiltration, blablabla. Là, t'es des putains de tortues ninja, et en fait ce qui se passe, c'est que pendant 1h30, on déroule une scène d'action qui, en fait, genre si on était dans un dessin animé ou au cinéma, machin, durerait environ 5 secondes, quoi. C'est vraiment de l'action. Mais par contre, ça n'y ressemble pas du tout, parce que toi tu dis, ok, alors je vais mettre un coup de katana. Ok, alors c'est parti. Et là, ça dure des plombes, quoi. Attends, mais tu continues d'attaquer? Oui, non. Je demande. Bah, pardon, je viens de commencer mon tour. Vous jouez 12 heures, 1 sur lui. Pardon si je suis le méchant. Sois pas désolé. Ça dégage. Et je trouve qu'en fait, il y a un truc qui est pas... Enfin, moi, qui me sort un peu de l'action. Je dis pas que la mécanique est pas bonne, parce que j'ai plutôt pris du plaisir, voilà. Enfin, une fois que t'as passé ton tour et que t'es 4, il y a quand même genre beaucoup de gens qui vont faire des trucs pendant que toi tu peux rien faire. Je peux reroll un Battle Dice gratuitement. Qui rerollera bien, qui rerollera le dernier. Ouais. Kiri Roland, c'est le pote de Jean-Michel Larquet. Kiri Roland, c'est du fromage. Et tu sais qu'il y a plein de jeux de plateau où tout le monde joue, à tour de rôle évidemment, et qu'en fait t'es censé assimiler le fait que tout se passe en même temps. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc là je suis d'accord avec toi, je comprends ce que tu veux dire en termes de dynamisme, genre effectivement c'est une baston qui doit durer 5 minutes et en fait on joue pendant 1 heure, je suis d'accord, mais en même temps en fait le truc c'est aussi que ça on l'a testé et c'était le but pour cette chronique, mais je pense le jeu prend toute son ampleur. Déjà je pense que les one-shots dont j'ai parlé au début sont faits pour quand tu sais déjà jouer. C'est-à-dire c'est, les gars, venez, on se fait une petite partie, tout le monde sait jouer, blablabla. Là, nous, on était en mode apprentissage. Bon, de toute façon, il faut bien commencer. Mais je pense que pour que le jeu prenne vraiment toute son ampleur, et si vous voulez qu'on le reteste, on le retestera, c'est en mode campagne aussi, parce que le jeu, je pense, est pensé comme ça. C'est-à-dire tu peux jouer en one-shot pour pas que ce soit déceptif, mais c'est vraiment pensé pour que tu dises, ok, je prends Leonardo, là, on va essayer de faire le premier truc, ok, je vais péter 2 gars, ok, j'espère que la prochaine fois, je pourrai être un peu plus fort, avoir une meilleure arme et tout ça. Donc, top-grader ton personnage pour profiter. Donc, je pense que on l'a testé et on l'a bien testé, je pense, mais de mon point de vue, la frustration vient du fait que on savait pas jouer et que le jeu n'a pas montré tout son potentiel vu que c'est le tout début. Et il y a je crois que c'est livré avec un comics qui, en fait, le mode campagne, tu enchaînes des missions et ça te raconte une histoire. Exactement. Tu sais un peu ce que ça raconte? En fait, le comics qui est offert avec, déjà c'est marrant parce que ce qu'ils appellent je sais plus, c'est pas campagne book, mais je sais plus, c'est les scénarios que tu suis qui déroulent chaque jeu. C'est vraiment construit un peu comme un comics en disant voilà, il se passe ça à ce moment-là, jouez-le. Et en plus de ça, t'as vraiment un comics à part entière, Tortue Ninja, puisque IDW est l'éditeur VO, enfin l'éditeur original des Tortues depuis 2009-10, un truc comme ça. Et le jeu ne suit pas un comics existant en dehors de la boîte, mais s'inspire de tout l'univers propre et étendu Tortue Ninja d'IDW. C'est-à-dire, voilà, qui s'inspire. Avec des crossovers ou pas? Bah ça je sais pas, enfin, en tout cas il y a les 4 tortues, il y a avec des Batman, hein, c'est pour ça. Ah non, je sais pas. Il y a non parce que Batman c'est DC, donc le jeu est IDW. Il y a les 4 tortues, il y a Splinter, Shredder, il y a April O'Neil en extension payante, il y a Casey Jones en extension payante qui valent à peu près 15 balles je crois. Donc il y a tous les personnages qu'on connaît depuis qu'on est enfant, sauf que les détails précis
sont de l'univers IDW actuel depuis une dizaine d'années. Donc voilà, en gros, si vous connaissez pas les tortues IDW, c'est pas grave parce que vous connaissez au moins les Tortues Ninja. Et au pire, je me dis, si vous avez vécu dans une grotte pendant 20 ans et que vous connaissez pas du tout les Tortues Ninja, c'est pas grave. Il y a ce côté un peu baston, New York dégueulasse. Et je pense que c'est aussi pour ça que c'est cool d'avoir des petites figurines. Tu vois, si c'était juste un jeu de cartes, c'est un peu obscur. Si tu connais pas du tout les Tortues Ninja, tu vas te demander pourquoi la vie est représentée par des pizzas. Oui, bien sûr. Mais c'est cool. Déjà Mangerbouger.fr. des tortues ninja. Comment? Excusez-moi. Des tortues pizza. Non, je ne rentre pas dedans. Non, mais je comprends. Non, mais en tout cas, c'est bonne question d'Adrien. Vous inquiétez pas si vous n'êtes pas spécialement fan. Je pense que après, oui et non. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas spécialement fan, vous allez sûrement choisir un autre jeu de plateau. Mais si vous avez envie d'un bon jeu coop, moi j'ai vraiment envie de me laisser tenter. Après, effectivement, 100 balles. Faut se faire inviter chez quelqu'un plutôt. Moi, j'ai pas réussi en une partie à comprendre quelle stratégie je dois faire, quel choix je dois faire dans mon jeu, quelle discussion je dois avoir avec mes co-joueurs. Non, mais même dans la deuxième partie, on se rendait pas compte de tout ce qu'on pouvait faire. Oui, pour assurer une victoire ou pour améliorer. Et d'ailleurs, pourquoi améliorer mes scores? Pourquoi aller plus vite? Peut-être qu'on a pêché. Parce que le jeu va être de plus en plus dur, donc heureusement que tu upgrades ton perso, sinon peut-être qu'on n'est peut-être pas allé assez loin dans la campagne. C'est ce que je pense, ouais. Et moi j'ai eu l'impression de jouer à un jeu où on va faire un jeu sur Tortue Ninja. Ces mécaniques de jeu là sont bien. On les applique aux Tortue Ninja, alors qu'il y aurait peut-être pu avoir un petit plus au niveau de dynamisme, etc. Au niveau des tortues. Vas-y, fais un jeu de plateau. Ok, voilà, je peux des pas années ce soir, d'écriture, mais demain j'attaque. Est-ce qu'on est bien d'accord qu'en général qui dit chevalier d'écaille et de vinyle? Oui, parce que c'est les cahiers. Parce que moi quand je t'ai dit, je croyais que c'était les cahiers de vinyle. Ah ouais. Non, vinyle c'est le d'écaille et de vinyle. Le vinyle c'est le chevalier des cahiers de vinyle. Ouais, et du coup j'étais là, mais c'est quoi? C'est la carapace. Et le vinyle c'est le bambou. Non, l'écaille c'est la peau. Quoi. La carapace c'est pas. Mais non, les écailles. Les tortues elles ont des écailles sur la peau. Sur la carapace aussi. Ah non, les écailles tinisées constituent une couche fine superficielle et recouvrent en quinconce les plaques dermiques, ce qui assure une plus grande rigidité. Mais il n'est pas question de vinyle nulle part. Oui, c'est ça, des paroles de merde. En tout cas, le respect de la licence, je trouvais fait. Enfin, tu vois, autant je disais. Tu vas avoir carte blanche, non? Oui, complètement. Bah oui, il y a le. Si t'étais pas fan, tu vas peut-être hésiter, mais par contre, si t'es un gros fan des Tortues Ninja, il y a tout ce qu'il faut. Les figurines sont de bonne facture, il y a le comics dedans, toutes les pièces et les pions et tout sont soignés, et on est vraiment dans le folklore des Tortues Ninja, quoi. Donc c'est vraiment, si vous êtes fan, foncez. Si vous avez 100 balles. Ouais, c'est ça. Si vous êtes joueur, enfin moi si je l'avais dans ma ludothèque, je pense pas que c'est le jeu que je sortirais pour faire une partie. Bah si, parce que tu leur as payé 100 balles, il faut que tu le rentabilises, mon gars. La campagne, et c'est pour ça que je suis un peu déçu que ça se joue pas tout seul. Parce que c'est vraiment la mode. Mais comment tu veux faire? Tu fais dans ce même jeu là, je veux dire, tu peux pas. Oui, non, mais je sais, il faudrait un mode où tu peux. Jouer contre le jeu. Ouais, voilà, jouer contre le jeu. Et ça arrive quand même de plus en plus souvent. Et pour un jeu narratif, tu vois, qui met un petit moment à se mettre en place. Franchement, en termes de méta. Va trouver 4 potes qui veulent bien passer. Non, je suis d'accord. En 30 heures avec toi. Non, mais tu peux jouer à 2, mais en termes de méta, jouer tout seul à un jeu où il y a une équipe de Tortues Ninja, c'est un peu triste quand même, je trouve. Je crois que le mot ville. Benny Hill. Vinyle. Lui. Marc Hamill. Chevalier d'écaille. Philippe Laville. C'est pas mal, c'est mieux. Allez, ça dégage. Les décaillés de Big Deal. Tu veux quoi, toi, bébé? Et Batmobile. Oui, Batmobile. Moi j'ai plus de photos. Oh, t'écoutes, on s'en fout du jeu. Bien de la mêlée, quoi. 4 tortues d'enfer, Rochereau. Le mec qui est à fond dans les stations de métro. Ça rime même pas. Chevalier d'écaille. Il continue de chercher. Chevalier d'écaille de pédophile. De katana. Chevalier d'écaille Max Boublil. Étinglant. Nice. C'est tellement À mettre sous le sapin ou dans le bin, à vous de décider. Mais en même temps, ne le mettez pas dans le bin si vous l'avez acheté en fait. Mr Bean. Oui. J'ai validé ta blague, je suis sûr que t'étais pas prêt. Non, j'étais pas prêt. C'est la fin de ce 106e numéro de Comics Outcast, ta gueule. On va dire au revoir à tous les chroniqueurs de ce soir. En évitant Grégo. Oui. Au revoir Grégo. Au revoir. On te retrouve bientôt. Tu es sur les réseaux? Bientôt, oui. Non, oui, en fait, je sais plus. Si dans les prochaines. Je suis sur LinkedIn, Grégory Le Garec. Sérieux? Tu n'as plus de réseau social un peu plus individuel? Si, grégocentrique, mais je fais pas grand chose. Moi, je suis un peu passif et il faut que je raccroche la vie et que je la remorde à nouveau à pleines dents, tu vois.
On dirait une chanson genre de Balavoine. C'est Et triste. ben justement, je suis en train d'écrire une chanson. Non. Wow. Too much. And never enough. Adrien, Oui. merci pour la réalisation de cet épisode et la mise en place de ton nouveau salon. Eh oui. Et peut-être de ta chambre, on te retrouve où? Eh ben, on me retrouve dans mon entrée en train de revisser mon placard. Et Regardez sur Instagram si vous voulez savoir de quoi on parle. voilà. Et puis on me retrouve toujours sur Twitter, Adrien Larouzé Z2E, où je raconte des bêtises principalement et où je fais de la promo de jeux vidéo et d'autres conneries dans le genre. Twitter, c'est à ça que ça sert. Voilà. Et enfin, Ben, Absolument. on te retrouve où? Alors, c'est parti. On me retrouve où principalement dans la crème sur JVTV, la chaîne de jeuxvideo.com, où des fois je parle de comics, comme la dernière émission où j'ai fait un petit hommage à Stan Lee. Mais sinon, je suis à la régie en production, en m'amusant tel Pat Le Guen. Sinon, Kumité, avec mon ami Adrien Larouzé et mon ami Julien Agrignon, on parle de Jean-Claude Van Damme. Là, le dernier, on a parlé de Chasse à l'homme. Et le prochain, ça peut plaire à Grégo car c'est de la science-fiction. Il y a un petit vaisseau qui voyage dans le temps, Time Cop évidemment. Oh oui, Time Cop. Et puis, c'est cool, c'est quoi c'est un peu une arlésienne pour l'instant, mais ça va revenir. Et puis voilà, les réseaux sociaux, Internet, tout ça. Internet. Prochain épisode dans 2 semaines, le vendredi 7 décembre à 11h du matin. Soyez réveillés à ce moment-là. Twitter et Facebook pour communiquer. Retrouvez tous les épisodes sur Spotify, Apple Podcast ou votre application de choix et partagez tous les épisodes à tout le monde, tout le temps, jusqu'à la fin du temps. Je veux que tout le monde nous connaisse. Mais t'es À 5 bientôt. étoiles également. Oui, toujours légalement. Toujours. Téléchargez-nous légalement. Non. 5 étoiles légalement. 5 étoiles légalement. Ah, 5 également. étoiles légalement. C'est pas Oui. les étoiles de GTA par exemple. Non, Qui parce n'était que pas ça, légal plus parce t'en que as, plus t'es dans la merde. T'appelais les flics. C'était chaud quand t'avais toutes les étoiles. Moi, je me mettais sur un toit. Eh, ça va bien avec le thème de l'émission, ça. Les étoiles. Ah bah oui, on a parlé des juifs tout à l'heure sur non, non, il parlait les des étoiles. Les étoiles. Ah pardon, Ah là parce là, que on dans va- Stellar on parlait des étoiles. Ah mais non, Tu vois on va être obligé de couper la outro. Bah là. c'est de Non. l'histoire de France et d'Europe. Je suis désolé. Non, mais... Attends. Quoi? On parlait de Noël, imagine. Ouais. T'es à Noël, Ouais. tu reçois ta famille, machin. Ouais. Alors c'était bon, ouais, c'était bon. Qu'est-ce qu'on se fait? Bah on se fait un petit Tortue Ninja et là tu sors ton jeu de Tortue Ninja. Mais de ouf. Non. Mais non, mais le truc c'est que si quelqu'un sait jouer et il peut expliquer à tout le monde correctement tout ce que je n'ai pas fait, eh ben on peut jouer en bonne Je humeur. sais pas. Mais sais pas. si. De chauves qui se prennent la tête sur à quel point un jeu est bien ou pas bien. Mais je pense qu'on va le retester et on fera, je sais pas, en story ou sur le Bouya Comics Club, on fera une review post. Est-ce que pour Un transformer live, ce jeu un en live jeu à de boire, 6 heures. est-ce que chaque fois qu'on lance un dé, quelqu'un Alors prend non, un shot? non, parce que quand Grégo a bu, il est insupportable, donc je veux pas jouer à un jeu de société avec lui bourré. Hein. Ça Ah doit si. être- C'est encore plus cool. Le tu vois. quiz à Lille pour la 80. Ah ça y est, on remet ça sur Vous le étiez tapis. là, vous étiez là. Excuse-moi de vouloir écraser mes adversaires. Mais hein. c'est ça, je savais pas ça de toi, c'est hyper Eh décevant. ben, Mais oui, t'es ça comme y est. moi, t'es fils unique ou pas? Non. Pourquoi mais cette bon, méchanceté? c'est Pourquoi cette bizarre, alors. méchanceté? C'est parce que j'ai constaté que je pouvais pas être meilleur que les autres, alors je préfère les enfoncer pour me. Ah, ok. C'est comme ça qu'on Pour brille mettre quand en on est avant. minable. Exactement. Exactement, c'est ma vie. Ouais. Est-ce qu'on fait gagner quelque chose Oui. aux gens? Je pense que ça serait pas mal, Adrien, Qui- t'as raison. Qui ont déjà écouté l'outro. Donc si vous avez écouté l'outro jusqu'au bout, vous gagnez Vous déjà. êtes pas nombreux à le faire. hein, Non, donc, promets pas des trucs, toi. Non, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Si vous avez le nombre exact de fois où on a dit ninja Dans toute l'émission. dans toute l'émission, ce que je viens de dire compte, Bah, et peut-être si on en dit après, ça compte. et peut-être. Mais Non, il alors, faut être sûr, ça compte ou pas? alors Bien sûr que ça moi, compte. je serais pour pas le redire parce que. De quoi, Ninja? Ah bah voilà. C'est parce que tu vois, à chaque fois on joue là-dessus. Ah, je le redis. J'ai Moi dit je le toute redis plus. l'émission. Je le Toute redis l'émission. plus. Est-ce que là, on a encore l'émission? Oui. Non mais moi je le redis plus maintenant. Ninja. Ok, donc il faut faire quoi? Après, on nous envoie un chiffre. On Chèque. nous envoie un chiffre chèque. sur, alors, en DM Instagram, en message Facebook, en DM Twitter. Après, si vous voulez dire en plein sur le Bouya Comics Club, vous pouvez, mais tout le monde va copier. Et toutes les bonnes réponses seront tirées au sort et gagnants. On a tellement de cadeaux dans notre escarcelle. Trop. Une réponse par foyer fiscal. Attends, ça se trouve, on a assez de cadeaux pour faire gagner genre 3 personnes. Ok. Dans les, Alors, tu vois, en tirage au sort, Ok. dans les bonnes réponses. Ok, on fait gagner 3 personnes. Mais Au à nombre trois- de gens qui ont trouvé à trois Ninja. adresses différentes. Et la bonne réponse. Ouais, Oui, à attention, 3, une fois par oui. foyer. Hein. Je Merci. vous jure, je vais faire la guerre aux frères, aux cousins, aux enfants et aux yinches On a- de vos foyers. on a C'est des- mort. C'est En mort. parlant d'Yinch, il faut lire Bête de Somme, Beast of Burden, il faut le lire, c'est super Nope. bien. Mais il L'ennui. n'y a pas de ninja dedans par contre. C'est malheureusement. Les amis honnêtes, ils arrivent à la dernière Bienvenue, minute. Non, on se fait chier. bienvenue dans Comics Outro, Il y avait- l'outro qui vous parle de comics. Il y avait des ninjas. Moi, je dans, ressors l'épisode comme ça, Proxima Centauri, il y avait des ninjas ou pas? Oh oui. Non, très peu. Il fait exprès, mais quel Et dans connard. Stellar, des ninjas?
C'est moi qui vais compter pour voir le gagnant. J'ai envie de dire oui. Je suis sûr qu'il y avait des ninjas, peut-être en arrière-plan à un moment. Ouais. Ninja. Ah, connard. Moi, mon scooter, il avait un pot ninja.